L'histoire s'ouvre sur un groupe de compagnons célébrant la fin d'un long périple semé de combats contre d'innombrables créatures. Eric, que tout le monde considère comme le héros légendaire, est persuadé qu'après une défaite aussi cinglante, les démons ne pourront pas relancer une offensive avant longtemps. Il pense que lui et ses deux compagnons peuvent enfin rentrer chez eux en toute sécurité. Lorsqu'ils cherchent à joindre leur camarade Luc, ils constatent qu'il se comporte exactement comme d'habitude, surexcité à l'idée d'avoir vaincu des monstres, incapable de tenir en place la moindre minute. Les deux autres lui demandent pourquoi il jubile autant alors que le seigneur démoniaque a été terrassé si facilement. Luc les regarde, perplexe, et avoue qu'il n'a suivi aucun mot de leur discussion. Ses compagnons, agacés, lui rétorquent que c'est justement à cause de cette attitude qu'il n'a jamais trouvé de petit ami. Eric confie alors, l'air abattu, qu'il a manqué la naissance de sa propre fille à cause de cette bataille. Un autre membre du groupe lui demande si la fillette se souvient encore du visage de son père. Le héros explique que lui et Goran continuent de se battre sans relâche parce que quelqu'un les attend à la maison. Mais en observant ce qui se dresse devant eux, les trois hommes réalisent que l'armée ennemie est bien plus nombreuse qu'ils ne l'avaient imaginé. Luc comprend que tout le monde est à bout de force et qu'affronter une telle horde dans cet état signifierait une mort certaine pour chacun d'eux. Sans hésiter une seconde, il ordonne aux deux autres de tout lui laisser et de fuir immédiatement. Il déclare que le grand héros ne peut pas mourir maintenant, car le monde aura de nouveau besoin de lui un jour. Aussitôt, Luc érige une barrière puissante qui repousse Eric et Goran hors de la caverne. Ces derniers venaient justement d'expliquer que leurs familles respectives étaient la raison pour laquelle ils continuaient à se battre chaque jour. Pour Luc, cependant, ces deux hommes avaient toujours été sa véritable famille. Avant de les laisser partir, il leur demande de rentrer sains et saufs, et promet de les rejoindre bientôt. Connu pour son entêtement, Luc est persuadé que s'il restait à ses côtés, il ne ferait que compliquer l'affrontement. Incapable de franchir la barrière, Eric et Goran ne peuvent que le supplier de survivre. Le temps passe et Luc est déjà épuisé, mais les démons continuent de déferler sans discontinuer. Tout bascule lorsqu'un général démoniaque surgit soudainement et commence à drainer toute sa force vitale. Projeté à travers le champ de bataille, Luc s'inquiète en sentant que la quasi-totalité de son mana s'est évaporée. Pourtant, en activant son pouvoir spécial, il parvient à absorber entièrement l'énergie de la créature. On découvre alors que son don unique lui permet de copier et d'assimiler n'importe quel sortilège lancé contre lui. Grâce à cette capacité, Luc retrouve ses forces tout en continuant le combat. Il s'empare ensuite de l'épée du général déchu et se met à abattre chaque monstre qui croise son chemin. Après un combat si long, Luc perd toute notion du temps écoulé depuis son arrivée dans cette caverne. Chaque fois que le sommeil menaçait de le submerger, il s'imposait un sortilège nommé marionnette. Son corps continuait de combattre les ennemis pendant que son esprit se reposait quelques instants. À force de vivre ainsi, il ne se sentait plus vraiment humain. Des mois s'écoulent au cœur de cette bataille sans fin, jusqu'au moment où Luc en vient à se demander s'il est réellement toujours vivant. C'est précisément à cet instant qu'un torrent de flammes fonce droit sur lui. Il parvient malgré tout à parer l'attaque de justesse. Stupéfait, il comprend que le seigneur démoniaque est revenu bien plus vite que prévu, il s'attendait à devoir patienter des années, voire des décennies, mais son adversaire a ressurgi rapidement, et bien plus puissant qu'il ne l'avait anticipé. Luc tente de déchaîner son attaque la plus dévastatrice, en vain, elle n'a aucun effet. Quelques instants plus tard, il encaisse un coup terrible en plein ventre, et comprend qu'il devra se soigner au plus vite s'il veut éviter le pire. Refusant d'abandonner, il libère sa magie de feu contre la créature, la forçant à mettre un genou à terre. Profitant de cette ouverture, il lance un sortilège d'une main tout en préparant le second avec l'autre. En combinant les deux pouvoirs, il enveloppe entièrement le seigneur démoniaque dans les flammes tout en aspirant simultanément toute sa force vitale. Au terme d'un affrontement interminable et épuisant, Luc finit par triompher du seigneur démoniaque. En sortant de la caverne, Luc regarde autour de lui, totalement désorienté, sans savoir où il se trouve. En poursuivant sa route, il atteint la capitale, où des gardes lui tendent de nouveaux vêtements devant son allure débraillée. Il décide alors de rendre visite à Goran, mais découvre avec surprise que sa demeure est devenue bien plus imposante que dans ses souvenirs. Lorsqu'il tente de parler à son ancien compagnon, le majordome lui demande s'il a rendez-vous. Luc répond que non. Plus tard, en traversant le centre-ville, il aperçoit une immense statue et demande qui elle représente, se sentant lui-même à peine plus présentable qu'un mendiant. Un habitant lui explique que cette statue honore Saint Luc, l'homme qui a repoussé à lui seul une gigantesque horde de démons 10 ans plus tôt. En entendant ce récit, Luc reste bouche bée en réalisant que la statue le représente lui-même. Il est stupéfait d'apprendre que plus de 10 années se sont écoulées depuis le jour où il est entré dans cette caverne. À peine franchit-il le seuil de la guilde des aventuriers, qu'un homme tente de l'intimider, Luc l'ignore sans même y prêter attention. L'instant suivant, Goran surgit et le serre dans une longue étreinte. En commençant à manger, Luc remarque que le repas est absolument délicieux, n'ayant pas touché à un vrai plat depuis plus de 10 ans. Durant tout ce temps, il avait maintenu son corps en vie grâce à un sortilège de drain, absorbant l'énergie de ses ennemis,
mais sans jamais faire disparaître sa véritable faim. En le voyant engloutir la nourriture si vite, Goran lui retire son assiette, expliquant qu'il finira par se rendre malade s'il continue ainsi. Il lui prépare à la place un bol de porridge de riz, afin que son estomac se réhabitue progressivement à s'alimenter. Un peu plus tard, les deux hommes discutent, et Goran s'émerveille que Luke ait survécu 10 années entières dans un tel endroit. Luke explique que la maîtrise du drain a fait toute la différence lors de l'affrontement final contre le seigneur démoniaque. Pendant leur conversation, Eric arrive avec un repas spécialement préparé pour Luke. En le revoyant, il fond en larmes à son tour, avouant que cela fait des années qu'ils ne se sont pas parlé. Luke les regarde tous les deux, et plaisante en disant qu'il ne supporte pas de voir ces deux vieux briscards pleurer sans arrêt. Mais Eric et Goran remarquent alors quelque chose d'étrange. Malgré toutes ces années, Luke n'a pas vieilli d'un jour. Il paraît même plus jeune qu'auparavant. Luke se rappelle alors qu'après avoir vaincu le seigneur démoniaque, il a absorbé une quantité colossale d'énergie, peut-être est-ce cela qui a empêché son corps de vieillir. Les deux hommes sont stupéfaits d'apprendre que Luke a vaincu le seigneur démoniaque entièrement seul. Eric explique qu'au fil de toutes ces années, le royaume n'a cessé de renforcer son armée en prévision d'une éventuelle résurrection et invasion du roi démon. Puisque c'est Luke qui l'a réellement terrassé, Eric estime que son ami mérite une récompense extraordinaire. Lorsque Luke découvre qu'Eric est désormais roi, il en reste sidéré. Eric explique que l'ancien souverain lui a confié le trône, convaincu qu'il avait mérité ce titre après avoir mené la victoire contre le seigneur démoniaque. Eric règne donc à présent sur le royaume, tandis que Goran est devenu grand maître de la guilde des aventuriers. Quant à Luke, il s'est vu attribuer les titres d'archimage suprême et d'archiduc, en plus d'être reconnu comme le grand sauveur de la nation. Eric raconte qu'après mûre réflexion, il a décidé d'accorder à Luke l'un des titres nobiliaires les plus élevés, allant même jusqu'à commander l'édification d'une statue monumentale en son honneur. Luke s'étonne qu'aucun noble ne s'y soit opposé. Eric lui explique que personne n'a protesté, car Luke n'avait aucun parent vivant, et tout le monde le croyait mort depuis longtemps. En entendant cela, Luke demande si cela poserait problème s'il révélait publiquement qu'il est toujours en vie. Eric et Goran répondent tous deux, sans hésiter, que oui, cela poserait clairement problème. Après réflexion, Luke conclut qu'il vaut peut-être mieux laisser tout le monde croire qu'il est mort. Les deux hommes lui demandent alors ce qu'il compte faire désormais. Luke répond qu'il souhaite repartir de zéro, et mener une nouvelle existence en tant que simple aventurier ordinaire. Pour rendre cela possible, il recourt à un sortilège de dissimulation qui ne fait apparaître que le nom, Locke, sur son registre d'aventurier. Intrigué, Locke demande d'où vient ce nom. Goran lui répond que son nom complet a toujours été Luke Locke Franzen. Sa véritable classe, archimage suprême de rang S, reste totalement masquée par le sortilège. Seule sa classe secondaire, guerrier de rang F, apparaît désormais sur son registre. Dès cet instant, tout le monde ne connaîtra plus Luke sous les traits d'un simple guerrier de rang F. Une fois sorti, Luke se rend à la guilde des aventuriers pour entamer ce nouveau chapitre de sa vie. Pendant ce temps, une jeune fille observe la scène de loin, visiblement troublée par ce qu'elle voit. Dès que Luke pénètre dans la guilde, la réceptionniste lui demande s'il compte vraiment accepter seul une mission d'extermination de gobelins. Elle précise que ce type de mission est jugé extrêmement dangereux pour un débutant et qu'elle ne peut lui recommander un tel choix. Luke la remercie pour son inquiétude, mais l'assure que tout ira bien. Elle insiste malgré tout, rappelant qu'il n'est pas rare que de jeunes aventuriers perdent la vie en sous-estimant les gobelins. C'est alors que deux jeunes aventuriers s'approchent et lui proposent de former une équipe avec eux, sans même lui laisser le temps de répondre. La réceptionniste termine aussitôt les formalités, et enregistre officiellement les trois comme une seule équipe. Le jeune homme se présente sous le nom d'Ario, et révèle qu'il maîtrise la magie de boule de feu. La jeune fille à ses côtés est sa petite sœur, Ginny. Une fois les présentations faites, le trio se met en route pour accomplir la mission d'élimination des monstres dans la forêt. Après avoir rassemblé quelques informations essentielles, ils se dirigent enfin vers le lieu indiqué. En traversant la forêt, Luke remarque que Ginny possède un talent exceptionnel d'éclaireuse. À ses yeux, elle ne ressemble en rien à une aventurière de rang F. Le groupe commet toutefois une erreur grave en estimant le nombre de gobelins présents dans la zone. Il ne remarque pas plusieurs empreintes soigneusement dissimulées. Luke sait pertinemment que les gobelins ne sont pas assez intelligents pour masquer leurs traces de la sorte. Cela signifie qu'une autre créature commande forcément toute la horde. Il comprend qu'enseigner véritablement ne consiste pas à fournir toutes les réponses avant même que le problème ne se pose. Certaines leçons ne peuvent s'apprendre qu'à travers ses propres erreurs. Néanmoins, ayant choisi de garder le silence, Luke s'en tient pour responsable et se jure de ne laisser mourir ni Ario ni Ginny, quoi qu'il arrive. En atteignant enfin le repère, les trois comprennent immédiatement que l'endroit est bien plus dangereux qu'ils ne l'avaient imaginé. Ario explique que les gobelins deviennent généralement actifs la nuit, il vaut donc mieux attaquer tant qu'il fait encore jour. Luke demande simplement à Ginny d'assurer la couverture pendant le combat. Une fois à l'intérieur, elle devra protéger Ario pendant qu'il avance en première ligne. Ario, de son côté,
doit conserver un maximum de mana pour les moments les plus critiques de l'affrontement. Dès le début du combat, Luke tranche sans effort la tête d'un gobelin. Alors qu'il s'enfonce plus profondément dans le repère, Ario et Ginny montrent des signes d'épuisement après avoir vaincu plus de 30 ennemis. Locke les rassure en expliquant que c'est parfaitement normal, les tribus de gobelins étant généralement immenses. Un peu plus tard, Locke demande à Ario s'il peut encore lancer au moins une boule de feu. Le jeune homme répond qu'il pourrait peut-être en lancer une dernière, en se poussant à bout. Ginny, de son côté, annonce qu'il ne lui reste plus que 3 flèches dans son carquois. Face à cette situation, Ario estime que la meilleure option serait de battre en retraite, puisqu'ils sont presque à court de flèches et de mana. Mais avant qu'ils ne puissent s'échapper, le chef des gobelins surgit soudainement devant eux. Locke comprend immédiatement qu'une autre entité contrôle ce gobelin, tant sa conduite trahit une intelligence bien supérieure à celle d'un gobelin ordinaire. Avant que quiconque puisse réagir, une mystérieuse jeune fille apparaît brusquement et ordonne au monstre de s'écarter immédiatement de son chemin. Son arrivée soudaine change instantanément la situation. La jeune fille qui vient d'apparaître fonce immédiatement sur le seigneur gobelin, brandissant son épée avec une confiance absolue. Pourtant, au moment où sa lame touche le corps du monstre, elle rebondit comme si elle avait frappé un mur de pierre. Le choc engourdit son bras, tandis que le seigneur gobelin reste presque totalement indemne. Au loin, Ario comprend à quel point la situation est devenue dangereuse et propose à tout le monde de battre en retraite. Locke est d'accord et demande aux 2 frères et sœurs de rester prudents face aux gobelins qui pourraient leur tendre une embuscade sur le chemin de la sortie. Mais lorsque la guerrière remarque que Locke est toujours debout au lieu de s'enfuir, elle entre dans une colère noire. Elle le traite de faible et lui ordonne de ne pas se mettre dans ses jambes. Une insulte audacieuse, qu'elle va bientôt regretter. Elle attaque de nouveau, mais le seigneur gobelin abat sa gigantesque massue avec une force écrasante et pulvérise son épée. Le monstre lève ensuite son arme pour lui porter le coup fatal. Au moment où la guerrière s'apprête à être écrasée, Locke intervient et bloque l'attaque d'une seule main à l'aide de son épée, toujours rangée dans son fourreau. Avant même qu'elle ne comprenne ce qui vient de se passer, Locke dégaine sa lame et frappe à une vitesse fulgurante. Le corps du seigneur gobelin est instantanément découpé en plusieurs morceaux avant de s'effondrer au sol. Tout se produit si vite que le monstre n'a même pas le temps de comprendre comment il a été vaincu. Après avoir retrouvé ses esprits, la jeune femme s'incline et le remercie. Elle se présente sous le nom de Shia, fille de Danton, chef du clan des hommes bêtes de l'Est. Shia est une guerrière de rang B et une chasseuse de vampires. Cependant, lorsque Locke lui montre sa carte d'aventurier et déclare calmement qu'il n'est qu'un aventurier de rang F, elle reste complètement déconcertée, puis profondément embarrassée. Une guerrière de rang B vient tout juste d'ordonner à un expert de rang F de prendre la fuite. Locke ne se moque pourtant pas d'elle. À la place, il lui demande ce qui se cache plus profondément dans la grotte, car il ressent une aura bien plus dangereuse que celle du seigneur gobelin. Shia admet que l'ennemi qui s'y trouve est un seigneur vampire. Cela confirme les soupçons de Locke, quelqu'un manipule les gobelins dans l'ombre. Le seigneur vampire possède non seulement une force vitale exceptionnelle, mais il peut également se transformer en brouillard, ou se disperser en une nuée de chauves-souris pour éviter les attaques. Locke conseille à Shia de quitter les lieux, mais elle refuse catégoriquement. Son clan chasse les vampires depuis des générations. Peu de temps auparavant, ils avaient réussi à acculer ce même seigneur vampire, mais son père, le chef Danton, avait été grièvement blessé. Profitant de cette occasion, le vampire avait réussi à s'échapper. Pour Shia, laisser cette proie s'enfuir est une honte qui salit l'honneur de tout son clan. C'est pourquoi elle a passé plusieurs mois à le traquer seule, déterminée à restaurer l'honneur de son peuple de ses propres mains. Voyant que son épée est brisée, Locke lui tend tranquillement la sienne tout en levant les mains pour montrer qu'il peut se battre à main nue. Shia interprète mal son geste et pense qu'il lui confie son arme afin qu'elle puisse vaincre personnellement le seigneur vampire et rendre sa fierté à son clan. Elle regarde Locke avec une profonde gratitude, persuadée qu'il a parfaitement compris son souhait. Pendant ce temps, Locke pense simplement qu'une personne désarmée a besoin d'une épée. Un simple malentendu, étonnamment touchant. Après avoir éliminé les derniers gobelins, Shia est encore plus impressionné par les talents de Locke au combat à main nue. Celui-ci explique qu'il était autrefois un mage chargé de soutenir Eric et Goran à distance. Mais les 10 années qu'il a passées seul dans la faille dimensionnelle l'ont obligé à apprendre toutes les formes de combat possibles. D'un simple mage, il est progressivement devenu un combattant polyvalent capable de lancer des sorts, manier l'épée et combattre à main nue. Les 2 compagnons s'enfoncent davantage dans la grotte et atteignent une immense salle remplie de crânes et d'ossements appartenant à d'innombrables victimes. Depuis les hauteurs, le seigneur vampire révèle enfin sa véritable apparence, avec ses immenses ailes de chauve-souris et son allure imposante. Il ressemble exactement au boss final attendant que des aventuriers pénètrent dans son repère. Dès que Shia l'aperçoit, elle perd son calme. Tenant l'épée de Locke, elle fonce droit sur lui en déclarant qu'elle le vaincra de ses propres mains. Le seigneur vampire éclate simplement de rire. Il se moque d'elle en rappelant que même son père n'a réussi qu'à lui infliger une simple égratignure et qu'elle n'a donc aucun droit de le menacer. Locke comprend immédiatement toute la stratégie de son adversaire. Les gobelins qui volaient le bétail et laissaient volontairement des traces faisaient tous partie d'un piège imaginé par le seigneur vampire. Il attirait les aventuriers dans la grotte, attendait que les gobelins les épuisent,
puis apparaissait pour les transformer en nourriture. Le seigneur vampire crée aussitôt un cercle magique et lance un sort de charme sur Locke. Son intention est d'en faire une marionnette, puis de contraindre Shia à choisir entre se suicider ou être tuée par le nouvel allié qu'elle vient à peine de rencontrer. Un plan cruel destiné non seulement à la tuer, mais aussi à humilier la fille de l'homme qu'il avait autrefois traqué. Malheureusement pour lui, il s'est trompé d'adversaire. Le charme est totalement inefficace contre Locke. La magie mentale disparaît au moment même où elle touche sa conscience. Avant que le seigneur vampire ne comprenne pourquoi son sort a échoué, Locke surgit devant lui et lui assène un puissant coup de poing en plein visage, lui arrachant plusieurs dents. Locke explique calmement que sa résistance aux attaques mentales est extrêmement élevée. Puis il tourne son adversaire en ridicule, en déclarant qu'un véritable seigneur vampire ne devrait pas posséder une magie aussi médiocre, et que celui qui se tient devant lui n'est sans doute qu'un vampire de bas niveau se donnant de grands airs. Ces paroles frappent directement l'orgueil du seigneur vampire. Fou de rage, celui-ci attaque sans relâche. Mais Locke esquive chacune de ses offensives avec une facilité déconcertante. Après l'avoir observé quelques instants, Locke active sa compétence, Drain. Une énergie entoure alors le corps de son ennemi, et commence à lui arracher de force sa force vitale. Le seigneur vampire panique, et tente désespérément de s'échapper. Pendant ce temps, Locke se présente tranquillement comme un aventurier de rang F, rendant la situation encore plus humiliante. Un monstre qui prétendait dominer tous les autres est désormais vidé de sa vie par quelqu'un officiellement considéré comme un simple débutant. Dans un ultime geste de désespoir, le seigneur vampire disperse sa magie sous la forme d'une immense nuée de chauves-souris noires qu'il envoie sur Locke. Mais Shia intervient immédiatement, et utilise l'épée prêtée par Locke pour toutes les abattre. Pendant qu'elle bloque chaque contre-attaque possible, Locke continue de drainer la force vitale du vampire. Peu à peu, son corps se transforme en cendres. Terrifié, le seigneur vampire comprend que même sa capacité de régénération a été neutralisée. Avant de s'effondrer complètement, il murmure quelques mots à propos d'un mystérieux métal. Shia rend ensuite l'épée à Locke et ressent une puissance terrifiante émanant de cette lame, une énergie qu'elle n'avait jamais perçue dans aucune autre arme. Locke éclate rapidement de rire et prétend que Shia se fait simplement des idées. Selon lui, cette épée n'est qu'un objet acheté dans un marché aux puces. En réalité, il s'agit de l'épée démoniaque du roi des dieux démons, une arme digne d'un boss final qu'il a récupéré après avoir vaincu son précédent propriétaire. Parmi les cendres, Shia récupère un morceau de métal maudit. Elle explique que cet objet a accumulé les malédictions issues du sang et des vies volées pendant plusieurs siècles. Locke devient soudain très sérieux, car durant les 10 années qu'il a passées à combattre, il n'a jamais vu un dieu démon utiliser un tel objet. Bien que son corps soit réduit en poussière, la tête restante du seigneur vampire continue de parler. Il révèle que le pouvoir de ce métal ouvrira bientôt une porte vers la faille dimensionnelle, où d'innombrables dieux démons attendent leur heure. Ensuite, les dieux sombres descendront sur le monde des humains pour le plonger dans le chaos. En entendant les mots « faille dimensionnelle », Locke repense immédiatement à l'enfer dans lequel il est resté prisonnier pendant 10 longues années. Il comprend également pourquoi Eric et Goran n'ont jamais pu revenir le sauver. Cette porte ne peut pas être ouverte depuis le monde des humains. Si les paroles du seigneur vampire sont vraies, cela signifie que quelqu'un tente de briser cette règle. Locke tranche aussitôt le métal en deux pour empêcher le plan d'aboutir, mais l'objet explose instantanément en libérant un torrent d'énergie noire. Avant que Shia ne puisse réagir, Locke dégaine l'épée démoniaque. La lame se met à vibrer et absorbe activement toute la malédiction. Le danger immédiat disparaît. Locke comprend alors que cette épée n'est pas seulement une arme capable de tuer, mais également d'absorber les énergies maudites, ce qui pourrait s'avérer extrêmement précieux pour les batailles à venir. Avant de disparaître complètement, le seigneur vampire réalise avec horreur que l'homme qui se tient devant lui n'est autre que le légendaire grand sage Locke. Il hurle son véritable nom, mais Locke tranche calmement sa tête restante et met définitivement fin au combat. Shia relie aussitôt tous les indices. Cette puissance impossible, l'épée démoniaque, est la révélation finale du seigneur vampire. Elle comprend enfin que l'aventurier de rang F qui l'accompagne est en réalité le sauveur vénéré dans tout le royaume. Elle jure de protéger son secret au péril de sa vie. Locke hausse simplement les épaules et lui répond qu'il n'est pas nécessaire d'en faire autant. Après tout, ajoute-t-il, il ne ressemble absolument pas à la statue beaucoup trop séduisante érigée en son honneur sur la grande place. De retour dans la capitale royale, la réceptionniste Aaron présente ses plus sincères excuses pour l'erreur commise dans l'évaluation de la mission. Le rapport initial ne mentionnait qu'un petit groupe de gobelins, alors qu'en réalité un seigneur gobelin et un seigneur vampire se cachaient dans la grotte. Sans Locke et Shia, les jeunes aventuriers auraient très facilement fini dévorés. Ario et Ginny ignorent toujours la véritable identité de Locke. Ils croient naïvement que Shia a vaincu tous les monstres et ne cessent de la remercier. L'ironie devient encore plus forte lorsque tous deux se tournent vers la statue de pierre du grand héros Locke, joignent les mains et prient leur sauveur pour les avoir protégés. Alors que le véritable Locke se trouve vivant, à moins de 3 mètres d'eux. Locke ne peut qu'esquisser un sourire gêné en voyant les gens vénérer sa statue comme celle d'une divinité protectrice, tandis que lui passe discrètement avec sa simple carte d'aventurier de rang F. Le soir venu, Locke demande à Shia de continuer à recueillir des informations sur les déplacements des vampires. Elle accepte avec enthousiasme.
Locke affirme que ce qu'il a sacrifié 10 années de sa vie à protéger ne sera pas détruit aussi facilement. Qu'il s'agisse des dieux démons ou des dieux sombres, il trouvera un moyen de les arrêter. Shia lui remet alors la moitié du métal maudit afin qu'il puisse l'emporter pour l'étudier. Ensuite, Locke se rend au manoir de Goran pour faire son rapport. Dès que le grand maître de guilde aperçoit son vieil ami, il explose de colère. Locke avait promis de s'absenter seulement un court moment, mais il a disparu pendant 3 jours entiers sans donner la moindre nouvelle. Locke s'excuse et lui montre la moitié du mystérieux métal. Il explique que les dieux démons et leur roi n'étaient peut-être que l'avant-garde d'une puissance encore plus redoutable, les dieux sombres. Leur objectif est d'ouvrir la faille dimensionnelle depuis le monde des humains. Goran oublie aussitôt sa colère et examine attentivement le métal. Il constate que sa matière est totalement inconnue. Ce n'est ni de l'or, ni de l'orichalque, ni du mithril. Malgré toute son expérience de grand maître de guilde, il est incapable d'en déterminer l'origine. Il décide donc de le confier aux alchimistes pour une analyse approfondie. Une fois les affaires officielles terminées, Goran prend un air de père dépassé et aborde un sujet plus personnel. Il explique que sa fille, Shelly, a désormais 15 ans. C'est la petite fille qu'il craignait autrefois de ne plus reconnaître après son long enfermement dans la faille. Shelly possède déjà une puissance proche du rang B, même si son rang officiel reste inférieur. Elle a hérité d'un immense potentiel de son père, mais manque encore de prudence et d'esprit d'observation. Goran redoute que son caractère impulsif ne la mette un jour en danger et s'oppose donc à ce qu'elle devienne aventurière. Résultat, père et fille sont plongés dans une véritable guerre froide. Shelly refuse d'abandonner la voie qu'elle a choisie, et plus Goran tente de l'en empêcher, plus elle veut prouver sa valeur. À l'extérieur, Goran dirige des milliers d'aventuriers. Mais une fois rentré chez lui, il n'est plus qu'un père incapable de savoir comment gérer sa fille adolescente. Il demande alors à Locke de suivre discrètement Shelly afin de la protéger. Dès que Locke entend cette requête, il regarde par la fenêtre et aperçoit la jeune fille debout dans la cour. Shelly lui lance immédiatement un regard noir, comme si cet homme mystérieux apparu soudainement chez elle était déjà devenu son ennemi. Un peu plus tard, tandis que Locke mange tranquillement, Shelly entre dans la pièce avec le sérieux d'une détective prête à résoudre une affaire. Elle l'observe, regarde ensuite Goran, hésite plusieurs fois à parler. Locke est loin d'imaginer que, dans son esprit, elle a déjà construit tout un scénario familial. Finalement, Shelly pointe soudainement Locke du doigt et annonce avec assurance une théorie qui glace toute la table. « Tu es le fils illégitime de mon père, n'est-ce pas ?» Cette simple question entraîne immédiatement Locke dans un énorme malentendu familial auquel il n'avait jamais demandé de participer. Shelly observe son apparence juvénile, l'attitude familière de Goran envers lui, et le fait qu'il soit apparu si soudainement. Puis, elle relie chaque détail pour arriver à la conclusion qui lui semble la plus logique, selon son imagination. Si Goran entendait cela, il rirait et pleurerait sans doute en même temps. La fille dont il craignait autrefois qu'elle oublie son visage non seulement le reconnaît parfaitement, mais elle a en plus transformé le sauveur de l'humanité en son demi-frère secret. Et ainsi commence un nouveau malentendu familial. Locke nie immédiatement être le fils caché de Goran, mais aux yeux de Shelly, son malaise évident équivaut pratiquement à des aveux. Après avoir survécu 10 ans à l'intérieur de la faille spatiale, il n'aurait jamais imaginé que son premier véritable défi, en revenant à la civilisation, serait de prouver qu'il n'était pas l'enfant illégitime de son ami le plus proche. Shelly lève calmement 3 doigts et commence à présenter ses preuves comme une détective qui a déjà résolu l'affaire. Premièrement, Goran n'a ramené Locke à la maison que pendant l'absence de son épouse. Deuxièmement, Goran est devenu nettement plus joyeux après l'arrivée de Locke. Troisièmement, pendant les 3 jours où Locke était parti en mission, Goran était si inquiet qu'il n'arrivait pas à se concentrer sur sa lecture et qu'il a nettoyé la maison à plusieurs reprises simplement pour se calmer. D'après Shelly, son père est absolument incapable de cacher ses émotions. Plus il essaie de se comporter normalement, plus il devient suspect. Locke ne peut que rester assis en silence. Chaque détail de son analyse est exact, et pourtant la conclusion a basculé dans une toute autre dimension. Il se met à imaginer le foyer entier de Goran s'effondrer simplement parce qu'il avait besoin d'un endroit où loger. Pendant ce temps, le majordome lui lance un regard lourd de sens, lui transmettant silencieusement un message très clair. « C'est vous qui avez provoqué cette situation, alors débrouillez-vous pour la résoudre. » Faute de meilleure option, Locke explique que Goran et lui sont des compagnons de longue date, qui ont passé des années à combattre ensemble loin de chez eux. Voilà pourquoi Goran est devenu anxieux lorsqu'il a soudainement perdu contact avec lui. Locke insiste également sur le fait que son âge réel est bien supérieur à ce que suggère son apparence juvénile, ce qui rend impossible qu'il soit le fils de Goran. Shelly reste silencieuse quelques secondes, hochant la tête comme si elle avait enfin tout compris. Puis elle livre une conclusion encore plus dévastatrice. S'il n'est pas le fils de son père, alors il est peut-être son grand frère. Locke le nie aussitôt. Shelly ajuste de nouveau sa théorie et décide qu'il doit plutôt être son petit frère, allant jusqu'à l'inviter à commencer à l'appeler grande sœur. À ce stade, elle semble capable de créer un arbre généalogique entier à partir de rien. Désespéré, Locke pose une carte d'aventurier sur la table et désigne le nom qui y est clairement inscrit. Locke Franzen. Le nom de famille de Goran est Morton. Il suppose que cette preuve irréfutable mettra enfin un terme à l'enquête. Shelly en conclut simplement que son père ne l'a probablement pas encore officiellement reconnu.
Elle rassure Locke en lui disant que rien de tout cela n'est de sa faute et promet de forcer Goran à tout avouer, afin que sa mère puisse s'occuper personnellement de lui. Locke commence à transpirer. Ce malentendu n'est désormais plus qu'à quelques pas de détruire un mariage parfaitement innocent. La fausse carte d'identité créée pour protéger son secret est devenue, d'une certaine manière, une preuve à charge contre lui. Lorsque toutes les explications ordinaires échouent, Locke finit par demander si Shelly est capable de garder un secret suffisamment important pour ébranler le royaume tout entier. Après qu'elle a accepté, il retire le déguisement apposé sur sa carte d'aventurier. Les fausses informations disparaissent, révélant le nom de Locke Franzen ainsi qu'une série de titres écrasants, Grand Sage, Sauveur de l'Humanité, Grand Magicien et Grand Duc. Locke admet qu'il est le héros que l'on croyait mort à l'intérieur de la faille spatiale et qu'il n'est revenu que quelques jours plus tôt. Shelly se fige en réalisant que l'homme assis devant elle est la figure légendaire dont la statue se dresse dans la capitale royale. Même cette vérité ne parvient pas à stopper immédiatement son imagination. Elle se souvient de la statue sur la place de la ville et comprend enfin à quel point son enquête s'était éloignée de la réalité. La jeune détective sûre d'elle disparaît instantanément. Shelly tombe à genoux et présente des excuses désespérées au grand héros Locke. Locke ne lui en tient pas rigueur. Il lui demande simplement de garder le secret sur sa survie, car une fois la vérité rendue publique, d'innombrables complications politiques et personnelles s'ensuivront. Cet interrogatoire aide Locke à comprendre pourquoi Goran s'inquiète tant pour sa fille. Shelly possède de fortes convictions, mais elle tire souvent ses conclusions trop tôt, puis réagence toutes les preuves pour les défendre. Pour une aventurière, cette habitude pourrait l'amener à mal juger un ennemi et à foncer droit vers le danger avant d'avoir correctement compris la situation. En même temps, Locke perçoit la détermination qui se cache sous sa personnalité impulsive. Plutôt que de lui interdire l'aventure, il décide de l'accompagner lors d'une mission de rang E. Elle est déjà inscrite auprès de la guilde, et s'il refuse de l'aider, elle ira probablement chercher les ennuis toute seule. La solution la plus sûre est de la laisser vivre sa première aventure sous la supervision de quelqu'un d'assez puissant pour la protéger. Sur la route menant à un village proche de la forêt, Shelly peine à contenir son enthousiasme. C'est la première fois qu'elle quitte la ville en tant qu'aventurière officielle, et la campagne paisible donne à cette mission des airs d'agréable excursion plus que de véritables missions. Une fois arrivée au village, cependant, les témoignages deviennent de plus en plus étranges. Différents villageois affirment avoir vu des monstres à l'apparence totalement différente. L'un décrit une créature à plusieurs têtes, tandis qu'un autre soutient qu'une bête gigantesque a erré dans les environs. Malgré ces récits effrayants, personne n'a été attaqué. Aucune maison n'a été endommagée et pas un seul animal n'a disparu. Shelly fait remarquer que si des monstres aussi puissants que ceux décrits par les villageois rôdaient réellement si près de la capitale royale, la mission n'aurait jamais été classée au rang E. Locke est d'accord. La guilde a sans doute constaté l'absence de blessés et de dégâts matériels, et en a conclu que les créatures signalées n'existaient pas réellement. Malgré tout, tous deux suivent la requête et se rendent aux coordonnées exactes indiquées dans la mission. Au début, la terre devant eux paraît complètement déserte. Puis le sol se met à trembler violemment. La poussière s'élève en cercles immenses et un gigantesque dragon rouge apparaît soudain juste devant eux. Ses souffles et son rugissement tonitruant font trembler la forêt environnante. Shelly frissonne brièvement, mais la peur est vite remplacée par l'excitation, alors que son envie de combattre prend le dessus. Tandis que Shelly dégaine son épée et se prépare à attaquer, Locke remarque plusieurs détails importants. Le dragon n'a aucune odeur, ne dégage aucune chaleur corporelle et ne possède rien de la présence d'une créature vivante. Il comprend immédiatement qu'il s'agit d'une illusion. Cependant, ce n'est pas un sortilège ordinaire conçu uniquement pour tromper les yeux. Le dragon est constitué de mana si densément compressé qu'il peut produire du son, posséder un poids et créer un véritable impact physique. Plutôt que de le détruire immédiatement, Locke laisse Shelly combattre à sa façon. Elle charge, esquive un coup de griffe balayant, et frappe à plusieurs reprises les pattes et le corps de la créature. Des étincelles jaillissent à chaque impact, la convainquant qu'elle attaque un monstre vivant doté d'écailles extraordinairement résistantes. En l'observant, Locke confirme que Shelly possède réellement les capacités physiques et l'escrime d'une aventurière de rang B. L'évaluation que Goran faisait de sa fille n'était pas biaisée. Malheureusement, Shelly se concentre entièrement sur l'ennemi devant elle. Elle ne remarque pas que ses attaques ne font que perturber la masse de mana, et n'inflige aucun dommage à la personne qui la contrôle. Le dragon la pousse progressivement dans une position désavantageuse. C'est seulement alors que Locke s'avance. Il pose une main contre l'immense illusion, analyse le flux de mana et active Dran. Chaque trace d'énergie magique est instantanément absorbée. Le dragon gigantesque se brise en filets de lumière et disparaît sous les yeux de Shelly. Shelly s'écroule au sol et vérifie son corps, réalisant seulement à cet instant qu'elle n'a pas été blessée. Lorsque Locke confirme que le dragon était une illusion, elle demande avec colère pourquoi il ne le lui a pas dit plus tôt. Locke se sert de ce combat pour lui expliquer sa faiblesse la plus dangereuse. Face à une illusion capable d'interaction physique, continuer à l'attaquer directement ne fait que gaspiller de l'endurance. La bonne réaction est de localiser le lanceur de sorts et de le neutraliser. Si la position de l'ennemi ne peut être identifiée,
Battre en retraite avant que le piège ne devienne plus dangereux est le choix le plus intelligent. Shelley rétorque obstinément qu'elle déteste l'idée de fuir. Locke répond froidement que rester en vie vaut toujours mieux que mourir par orgueil. La réalité que recouvrent ces mots ne lui laisse aucune réponse efficace. Une fois la leçon terminée, Locke se tourne vers la forêt et interpelle la personne cachée à proximité. Il avait compris dès le début que celui ou celle qui avait créé ces illusions n'avait jamais eu l'intention de blesser quiconque. Les faux monstres n'avaient été conçus que pour effrayer les étrangers et les faire fuir. Des lignes de lumière entourant les arbres s'estompent lentement, et une petite fille vêtue d'une cape violette apparaît. Locke loue discrètement sa capacité à dissimuler sa présence, qui était presque parfaite. La fillette devient nerveuse et se présente sous le nom de Lucira, membre de la race démoniaque. Shelley se penche aussitôt vers Locke et lui chuchote une question. Les démons ne sont-ils pas censés être cruels et malfaisants? Locke la corrige gentiment. Les démons possèdent souvent une magie puissante et un corps robuste, mais la force n'a rien à voir avec le fait d'être bon ou mauvais. Lucira demande pourquoi Locke ferait confiance à une démone qui vient d'utiliser une illusion pour lui barrer la route. Il explique qu'elle n'a jamais blessé les villageois et qu'elle a évité d'employer des attaques mortelles contre l'un ou l'autre d'entre eux. Lucira comprend également que sa magie est totalement inefficace contre l'homme qui se tient devant elle. Locke est assez fort pour la maîtriser et lui arracher la vérité, et pourtant il choisit de s'asseoir et de parler paisiblement. Cette décision la convainc de lui faire confiance. Lucira accepte de leur montrer ce qu'elle protège et conduit les deux compagnons plus profondément dans les montagnes, vers un temple antique construit à l'ère des dieux. Dans la chambre la plus profonde, Lucira annonce joyeusement qu'elle est de retour auprès du seigneur Gerberga. Locke et Shelley suivent son regard, et découvrent une créature blanche et ronde installée confortablement dans un nid de paille. Elle ressemble exactement à un poulet particulièrement gros, mais par ailleurs tout à fait ordinaire. Shelley lâche la question évidente. N'est-ce pas simplement un poulet? Lucira se met immédiatement sur la défensive et insiste sur le fait que Gerberga est l'être divin vénéré par sa tribu depuis des générations. Elle admet qu'il est techniquement toujours un poulet, mais un poulet doté d'un pouvoir sacré. Selon Lucira, les ancêtres de Gerberga ont jadis réveillé le monde par leur chant. Ce pouvoir a établi la frontière entre le jour et la nuit, et a également affecté les barrières séparant les différents mondes. Pour cette raison, Gerberga peut ouvrir et fermer les portails reliés à d'autres dimensions. Locke se concentre immédiatement sur la possibilité la plus importante. Ce pouvoir pourrait-il sceller la faille spatiale? Lucira confirme que oui. La réponse est brève, mais elle change complètement la situation. Si le portail au-delà de la faille s'ouvre, d'innombrables dieux démons pourraient envahir leur monde. Gerberga est la seule clé vivante capable d'empêcher cette catastrophe. Locke comprend enfin pourquoi les vampires traquent désespérément une créature qui paraît totalement inoffensive. Si Gerberga est éliminé, le plus grand obstacle empêchant l'ouverture de la faille disparaîtra. Lucira poursuit son récit d'une voix basse. Sa tribu vivait autrefois paisiblement dans les montagnes du nord. Puis les vampires sont arrivés sans prévenir, et ont massacré tout le village. Lucira fut la seule survivante. Avant de mourir, le chef de la tribu lui confia Gerberga, et lui ordonna de fuir vers cet ancien temple, réputé abriter une barrière capable d'arrêter les vampires. Lucira porta Gerberga à travers la forêt obscure, portant à la fois la responsabilité et les derniers espoirs de son peuple. Même après avoir atteint le temple, cependant, les poursuivants continuent d'apparaître. Locke examine la structure environnante et confirme une terrible vérité. Aucune barrière protectrice n'existe actuellement ici. Soit les informations du chef étaient erronées, soit la protection a disparu depuis longtemps. Ce qui compte, c'est que Lucira ne peut plus compter sur le temple pour sa sécurité. Locke propose de l'emmener, elle, et Gerberga, jusqu'à la capitale royale, et de les protéger lui-même. Pour Lucira, cependant, confier le dieu pour lequel toute sa tribu est morte à un aventurier qu'elle vient tout juste de rencontrer est une décision d'une gravité insurmontable. Pour lui donner une raison de le croire, Locke tire l'épée démoniaque jadis maniée par le roi des dieux démons, et la plante dans le sol de pierre. Il explique calmement qu'il n'existe qu'une seule raison pour qu'une telle arme soit en sa possession. Il a personnellement vaincu son ancien maître. Lucira le fixe, incrédule, en réalisant que l'homme devant elle n'est pas du tout un aventurier de bas rang. C'est le grand sage Locke, le sauveur légendaire honoré dans le monde entier. Shelley confirme discrètement que Locke a survécu à la faille spatiale, et qu'il est enfin revenu. Locke s'agenouille jusqu'à se mettre à hauteur des yeux de la fillette effrayée. Employant son véritable nom, il jure qu'il protégera le coq divin Gerberga, même au prix de sa propre vie. Dans les souvenirs de Lucira, les villageois n'ont jamais considéré la protection de leur dieu comme un fardeau imposé. C'était la plus grande fierté de leur peuple. Voilà que le héros légendaire en personne reconnaît que leur sacrifice n'était pas vain. Lucira serre Gerberga contre elle et se met à pleurer. Tout au long de sa fuite désespérée, elle n'avait rien pu faire d'autre que continuer d'obéir au dernier ordre qu'on lui avait donné. La promesse de Locke lui offre enfin quelqu'un d'assez digne de confiance pour partager la responsabilité qu'elle portait seule. Lorsque le groupe quitte le temple, le soir approche. Shelley se met aussitôt à évoquer la possibilité de garder Gerberga à la maison comme animal de compagnie, ce qui lui vaut une protestation farouche de Lucira. Leur dispute vient à peine de commencer lorsqu'un groupe de vampires descend du ciel et leur barre la route. L'un des vampires exige de connaître l'identité de Locke.
Il répond froidement que des créatures aussi insignifiantes qu'eux ne méritent pas de connaître son nom. Après avoir confirmé que leurs cibles sont Lucira et Gerberga, Locke ne perd plus de temps. Il lance une magie de zone, pluie de flèches magiques, projetant d'innombrables rayons de lumière à travers la formation ennemie. Les vampires survivants sont contraints de se transformer pour s'échapper. Leur corps se dissocie en nuées de chauves-souris, une capacité extrêmement gênante, car même un petit groupe de chauves-souris peut survivre et reconstituer plus tard le corps d'origine. À l'instant précis où les vampires se retrouvent coincés entre leur forme humanoïde et leur nuée de chauves-souris, Gerberga sort la tête de sous la cape de Lucira et pousse un puissant chant. Une énergie divine établit instantanément une frontière forcée. L'état incomplet entre deux formes différentes n'est plus autorisé à exister. Chaque chauve-souris se fige en pleine transformation et se réduit en cendres en quelques secondes. Lucira explique que le pouvoir de Gerberga n'agit qu'au moment précis où un ennemi change d'état. Il ne peut pas détruire les vampires quand bon lui semble. Cependant, comme se transformer en chauve-souris est leur méthode de fuite la plus courante, ce pouvoir fait du coq divin l'un de leurs ennemis naturels les plus redoutables. Lorsque le groupe revient à la capitale royale après la tombée de la nuit, Shia les attend déjà. Elle se plaint que Locke les fait attendre bien trop longtemps, puis livre immédiatement une information urgente. Les ennemis récents n'agissent plus comme des individus isolés. Les forces vampiriques ont commencé à se rassembler et à préparer des opérations à bien plus grande échelle. D'après les renseignements qu'elle a recueillis, l'être qui domine les autres seigneurs vampires est un grand seigneur connu sous le nom de Roi des Rois. Au loin, dans les ténèbres, d'innombrables paires d'yeux rouges s'ouvrent sous une forteresse antique. Au-dessus d'eux se dresse l'immense silhouette d'une figure aux vastes ailes. Son identité et son objectif précis demeurent inconnus. Mais l'attaque contre Gerberga n'était manifestement pas un événement isolé. Locke a enfin découvert la clé capable de sceller la faille spatiale et, au même moment, les vampires ont commencé à se rassembler sous les ordres d'un chef plus puissant que tous les ennemis qu'il a rencontrés depuis son retour. Au moment où Shia revient, elle apporte à Locke un rapport profondément inquiétant. Le vampire qui rassemble les forces ennemies n'est pas un seigneur ordinaire, mais un grand seigneur, dont la puissance est jugée comparable à celle d'un dieu démon. Les hommes-bêtes ont consacré toutes leurs ressources disponibles à l'enquête, mais le père de Shia ne s'est toujours pas remis de ses blessures. Par conséquent, c'est elle qui doit assister à sa place à la réunion entre les chefs de tribu. Malheureusement, la faction qui exige une guerre immédiate est majoritaire. Ils veulent mobiliser leurs guerriers et lancer la chasse alors même qu'ils ignorent tant la position exacte du grand seigneur que l'étendue réelle de ses capacités. Craignant que son peuple ne soit anéanti dans une attaque irréfléchie, Shia vient trouver Locke et lui demande de l'aider à éliminer le grand seigneur avant que cette expédition précipitée ne tourne au désastre. Locke a à peine saisi le problème principal que Shia révèle qu'une question encore plus urgente demeure. Les vampires recherchent désespérément un poulet très particulier. À cet instant, Locke ne sait plus très bien s'il devrait continuer à discuter du destin du monde ou commencer à faire chauffer une marmite. Shia a d'abord trouvé cette histoire tout aussi difficile à croire. Cependant, le chant de ce poulet peut interférer avec les frontières de l'espace, refermer le portail relié à la faille, et piéger les vampires au moment précis où ils se transforment. Locke comprend immédiatement que le poulet en question est le coq divin Gerberga. Mieux encore, ils n'ont pas besoin de le chercher, car Lucira détient actuellement l'oiseau sacré à l'intérieur du manoir. Au moment même où Locke convoque tout le monde dans la pièce, la porte s'ouvre et Xélis, qui écoutait depuis l'extérieur, perd l'équilibre et tombe à l'intérieur. Elle nie précipitamment les avoir espionnés, mais Lucira confirme calmement qu'elle avait déjà conseillé à Xélis de ne pas écouter aux portes. Sa porte de sortie complètement détruite, Xélis ne peut que baisser la tête et s'excuser. Shia fait promettre à Xélis de garder le secret sur tout avant de rencontrer Lucira et Gerberga. Elle se fige en voyant une cible aussi importante se reposer paisiblement comme un poulet ordinaire, mais s'incline aussitôt avec un respect total. Shia a personnellement vu le champ de Gerberga piéger des vampires en pleine transformation et les réduire en cendres. Le groupe déploie une carte et commence à planifier la chasse au grand seigneur. Les hommes bêtes ont restreint les recherches à plusieurs régions montagneuses, chacune gardée par un grand nombre de vampires. Dès que Xélis entend qu'une bataille se prépare, elle demande immédiatement à accompagner Locke et Shia. Locke refuse. Shia est une aventurière de rang B et les lois de sa tribu l'obligent à participer. Xélis, en revanche, n'a aucune raison de prendre part à une chasse qui dépasse largement son rang actuel. À la place, Locke charge Xélis de rester dans la capitale royale et de protéger Gerberga et Lucira. La barrière de la ville rend difficile l'entrée aux vampires de rang seigneurial, mais elle ne peut garantir une sécurité parfaite. Une fois Locke et Shia partis, l'ennemi pourrait changer de cible et attaquer directement le coq divin. Xélis paraît d'abord déçu, mais dès l'instant où Locke dit qu'il a besoin d'une aventurière d'élite pour servir de garde du corps, ses yeux s'illuminent et elle accepte la mission avec enthousiasme. Goran revient à ce moment-là, et Shia apprend enfin que Xélis est la fille du grand maître de la guilde des aventuriers. Goran manque d'appeler son vieil ami par son ancien nom, avant de se corriger précipitamment en Locke. Il le remercie ensuite d'avoir veillé sur Xélis. Lorsque Locke décrit sa fille comme une combattante plutôt douée, le visage de Goran se remplit aussitôt de fierté. Xélis s'incline de manière inattendue et présente ses excuses à son père pour la façon dont elle s'est comportée auparavant. L'entendre l'appeler « père »
émeut Goran jusqu'aux larmes. Il l'assure qu'il ne lui en a jamais voulu, mais lorsqu'il lui demande ce qui l'avait mis si en colère au départ, Chalice admet que son opposition à sa carrière d'aventurière n'était qu'une partie de la raison. Le plus grand problème était qu'elle croyait que Goran avait un enfant caché et qu'elle avait supposé à tort que Locke était son grand frère perdu de vue. Goran est en train de boire de l'eau à ce moment-là et la recrache aussitôt partout. Leur réconciliation émouvante se transforme en crise familiale en quelques secondes. Chalice quitte joyeusement la pièce, laissant Goran se prendre la tête entre les mains devant la remarquable capacité de sa fille à combiner des informations exactes pour aboutir à une conclusion totalement fausse. Il baisse la tête et demande à Locke de continuer à veiller sur elle. Chalice est puissante, mais elle est aussi terriblement naïve, et tire souvent ses conclusions avant d'avoir rassemblé assez de preuves. Locke lui rappelle que Goran se comportait tout aussi imprudemment quand ils étaient jeunes, forçant Eric et lui à réparer catastrophe après catastrophe. Malgré tout, Goran reste profondément inquiet au sujet de la vie d'aventurière de sa fille. Il voudrait interdire à Chalice d'accepter d'autres missions, car elle a tendance à foncer d'abord et à se rappeler ensuite qu'elle n'a qu'une seule vie. Locke comprend la peur derrière ces mots et accepte de la superviser. Si Chalice tente quoi que ce soit qui dépasse ses capacités, il l'arrêtera immédiatement. Submergé de gratitude, Goran serre son vieil ami dans une étreinte puissante. Malheureusement, sa barbe pique droit dans le visage de Locke, transformant ce qui aurait dû être un moment émouvant, en une expérience étonnamment douloureuse. À cet instant précis, Chalice ouvre la porte. Elle découvre son père en larmes en train d'étreindre Locke, et son imagination remplit instantanément toute la pièce de rose romantique. Rougissante, elle leur dit de continuer sans se soucier d'elle et referme rapidement la porte. Un tout nouveau malentendu vient de naître. Près d'une heure d'explication est nécessaire avant que Chalice ne finisse par s'agenouiller et s'excuser, tandis que Locke et Goran ont l'air aussi épuisés que s'ils venaient de survivre à une bataille majeure. Une fois que tout le monde revient enfin au véritable problème, Goran conclut que l'apparition d'un grand seigneur a transformé l'incident en une menace d'ampleur nationale. Chalice suggère d'utiliser le pouvoir de Gerberga, mais Lucira explique que le coq divin ne peut pas simplement incinérer tous les vampires à volonté. Son pouvoir n'est particulièrement efficace que durant le bref instant où un vampire passe de sa forme humaine à une nuée de chauves-souris. Locke est encore plus opposé à l'idée d'emmener Gerberga sur le champ de bataille. Combattre tout en protégeant la cible la plus importante de toutes serait déjà dangereusement difficile. Shia ajoute alors un autre détail troublant. Si le grand seigneur boit le sang du coq divin, le fait de profaner une créature sacrée générera une quantité énorme d'énergie maudite. Le médaillon maudit pourrait instantanément accumuler assez de puissance pour ouvrir la porte spatiale. Emmener Gerberga reviendrait à remettre personnellement à l'ennemi la clé de la faille. Goran suggère aussitôt de placer Gerberga sous la protection d'Eric, à l'intérieur du palais royal. Le roi fut autrefois un héros, et le palais possède les forces défensives les plus puissantes de la capitale. Le groupe y est rapidement escorté. En chemin, Shia et Lucira remarquent que presque tous les serviteurs sont extrêmement jeunes. Goran explique qu'Eric forme actuellement environ 2000 élèves, dont des chevaliers apprentis, des serviteurs apprentis, et même des cuisiniers apprentis. La plupart d'entre eux sont des cadets issus de familles nobles appauvries, ou les fils et filles de chevaliers morts au combat. Le palais leur fournit nourriture, logement, formation professionnelle, et une aide pour trouver un emploi par la suite. Locke est profondément impressionné. Eric n'est pas simplement monté sur le trône. Il utilise aussi l'éducation pour offrir un avenir à ceux que la guerre a abandonnés. Eric apparaît avec ses filles, Charlotte et Marie. Ayant appris que Locke avait récemment éliminé un seigneur vampire, il amène les fillettes saluer son vieil ami. Charlotte s'adresse poliment à lui par son titre de grand-duc Franzen, mais Locke leur dit simplement de l'appeler « Oncle Locke ». Marie brandit avec enthousiasme un exemplaire des aventures du héros Locke, et demande un autographe. Le véritable héros découvre seulement maintenant qu'il est devenu une icône pour les enfants de tout le royaume. Shia explique que presque chaque enfant du royaume grandit en entendant des histoires sur le héros Locke. Goran ajoute que les pièces de théâtre à son sujet affichent toujours complet. Le véritable héros est assis à l'intérieur du palais pendant qu'au dehors le public continue de payer pour voir des acteurs faire semblant d'être lui. Chalice révèle que même Gerberga aime écouter des histoires illustrées sur Locke. Marie demande la permission de caresser le coq, Charlotte la rejoint aussitôt, et la clé vivante de la survie du monde se retrouve bientôt réduite au rôle d'animal de compagnie royale pour deux princesses. Goran demande à Chalice d'emmener Charlotte, Marie et Gerberga dans la pièce voisine. Une fois la porte fermée, l'atmosphère redevient peu à peu sérieuse. Eric admet qu'il sait que Locke fait face à une crise urgente, mais il tenait à ce que ses filles rencontrent au moins une fois l'homme qui a sauvé leur famille. 10 ans plus tôt, Locke était resté seul en arrière pour arrêter l'armée du dieu démon. Grâce à ce sacrifice, Eric a survécu, est rentré chez lui, et a vécu assez longtemps pour voir naître Charlotte et Marie. Pour Eric, ses filles sont les trésors les plus précieux du monde. Son plus grand bonheur est simplement d'avoir le droit de vivre à leur côté. Et c'est Locke qui lui a donné la possibilité de connaître cette vie. Goran ajoute que, parce que leur ami est resté en arrière à l'intérieur de la faille, il a pu voir Chalice devenir la jeune femme qu'elle est aujourd'hui. Locke leur dit maladroitement que de tels remerciements formels sont inutiles. Mais Eric veut qu'ils comprennent que ces sentiments appartiennent à bien plus que deux vieux compagnons. Des citoyens du royaume à chaque être vivant du continent,
Tous jouissent aujourd'hui d'une paix payée par 10 ans d'isolement de Locke. Le croyant mort, il ne pouvait que prier devant une statue de pierre. Eric et Goran ont la chance de pouvoir remercier la personne réelle qui se tient devant eux. Les rires de Charlotte, Marie et Chalice venant de la pièce voisine sont la preuve la plus éclatante de ce que la décision de Locke a véritablement accompli. Une fois le silence passé, Locke demande des nouvelles de Lévi. Eric explique qu'elle aussi souhaite le rencontrer, mais qu'elle commande actuellement l'ordre de magie sacrée du pays et doit rester en poste à la grande cathédrale. Locke promet de lui rendre visite une autre fois avant de revenir à la crise immédiate. Les vampires ont l'intention d'ouvrir un portail spatial et d'invoquer le dieu des ténèbres. Le pouvoir divin de Gerberga peut également éliminer l'énergie maudite qu'ils ont déjà accumulée. C'est pourquoi les vampires veulent à la fois supprimer cet obstacle et exploiter la malédiction générée par le fait de boire le sang d'un être sacré. Eric accepte officiellement la responsabilité de protéger Lucira et le coq divin à l'intérieur du palais. Lucira lui confie avec confiance sa propre sécurité ainsi que celle de Gerberga. La ligne de défense établie, Locke estime que le groupe peut se concentrer entièrement sur l'élimination du grand seigneur. Shia et lui comptent rassembler les chasseurs hommes-bêtes, attirer les seigneurs vampires ordinaires loin de leur chef, puis attaquer dès qu'une brèche s'ouvrira dans la formation défensive. Goran fait immédiatement remarquer que les rôles devraient être inversés. Le grand seigneur est la cible la plus dangereuse, mais les forces des hommes bêtes ne possèdent peut-être pas assez de puissance pour l'achever. Shia explique que, même si les chasseurs sont incapables de tuer les seigneurs ordinaires, ils peuvent les maintenir sur place. La seule personne capable d'éliminer le grand seigneur est Locke. Les hommes bêtes retiendront donc les seigneurs pendant qu'il frappera directement le centre de commandement ennemi. Goran craint que cette stratégie ne cause des pertes dévastatrices au sein de la tribu de Shia. Elle refuse de reculer. Si le grand seigneur s'échappe, les massacres continueront, et le risque de voir la faille s'ouvrir subsistera. Shia préfère accepter le danger maintenant plutôt que de laisser l'ennemi continuer à s'en prendre à des innocents. Goran propose de mobiliser d'autres membres de la guilde des aventuriers, mais Locke le met en garde contre le pouvoir de charme des vampires. Les hommes bêtes possèdent une résistance relativement forte, tandis que les humains sont bien plus facilement contrôlés, et risquent de retourner leurs armes contre leurs propres compagnons. Une personne dont le sang a été drainé présente des symptômes visibles, mais quelqu'un simplement affecté par le charme peut paraître tout à fait normal. Envoyer une importante force humaine pourrait tout bonnement conduire les soldats à s'entretuer de l'intérieur. Pendant que les adultes discutent des moyens d'éviter la trahison au sein de leur propre rang, Shelly joue avec les deux princesses et Gerberga dans la pièce voisine. Elle se souvient des éloges de Locke, mais soupçonne que la qualifier d'élite n'était qu'une tentative de la réconforter. Elle n'est encore qu'une aventurière de rang F. Lors du combat précédent, même l'illusion d'un dragon rouge l'avait dépassée. Si elle avait insisté pour suivre Locke contre le grand seigneur, elle serait sans doute devenue un fardeau. Pour la première fois, Chalice ne se précipite pas pour exiger de participer. Elle accepte la responsabilité de rester en arrière afin de protéger Charlotte, Marie et Gerberga. Sa défaite face à l'illusion lui a appris que la force ne peut remplacer ni l'observation attentive, ni une compréhension honnête de ses propres limites. Cependant, alors que les deux princesses poursuivent encore le coq divin à travers la pièce, une plaque magique posée sur la table se met soudain à briller d'une lueur violette. Un cercle de sorts apparaît en dessous et libère un flot de fumée noire. Shelly perçoit immédiatement le danger et ordonne aux deux fillettes de quitter la pièce, mais la porte est déjà verrouillée. La fumée se rassemble rapidement en formes humaines, et 3 vampires ailés apparaissent à l'intérieur. Shelly n'a pas d'épée. Derrière elle ne se trouvent que les deux princesses et Gerberga. L'espace d'un bref instant, elle se demande si elle peut vraiment l'emporter. Puis elle rejette entièrement la question. C'est un combat qu'elle n'a pas d'autre choix que de mener. Il n'y a aucune arme véritable dans la pièce, mais un grand chandelier en métal reste disponible. Shelly l'arrache du sol et se place entre les enfants et les intrus. Elle trace une frontière imaginaire et déclare qu'aucun vampire ne sera autorisé à la franchir. Son objectif n'est pas de les vaincre. Elle doit seulement les maintenir de l'autre côté et protéger tout le monde derrière elle. Le premier vampire charge. Shelly se décale, esquive l'assaut, et abat le chandelier sur son corps. Les deux autres tentent d'activer le charme à travers leurs yeux rouges luisants. Se rappelant l'avertissement de Locke, elle se couvre immédiatement les yeux d'un bras, sacrifiant délibérément sa vue pour éviter tout contact visuel. Shelly doit désormais se fier entièrement au son et aux variations de l'air pour maintenir la distance. Les pointes métalliques transpercent la poitrine d'un vampire et le blessent, mais l'attaque ne suffit pas à le détruire. Shelly fait tournoyer le chandelier comme une lance, déviant sans cesse leurs griffes et les repoussant loin des deux princesses. Elle se retourne brièvement pour rassurer les fillettes en leur disant qu'elle va toujours bien. Les 3 vampires changent rapidement d'approche et attaquent ensemble. Le chandelier vole en éclats, mais Shelly saisit les 2 morceaux brisés, et continue de bloquer sans abandonner sa position. Shelly ne peut pas les achever, et ses forces approchent de leurs limites. Pourtant, elle n'est plus la fille qui fonce aveuglément sur un ennemi en attendant que quelqu'un d'autre vienne la sauver. Elle comprend que ce qui compte vraiment se trouve derrière elle, et qu'elle ne peut pas quitter sa position simplement pour échanger un coup de plus. Lorsque les 3 vampires frappent en même temps, Shelly recule, serre les princesses contre elle et se sert de son propre corps comme bouclier contre l'assaut final. À cet instant précis,
Un faisceau de lumière balaie la pièce et bloque chaque attaque. Locke apparaît derrière Shelly et lui dit calmement qu'elle s'est remarquablement bien battue. Sa reconnaissance ne vient qu'après qu'elle a appris à observer, à se maîtriser, et à placer la sécurité des autres au-dessus de sa fierté. Il déclare officiellement que Shelly est son élève et lui dit de laisser le reste à son maître. Les 3 vampires n'ont pas encore été détruits, mais dès l'instant où Locke entre dans la pièce, la tentative d'assassinat est déjà terminée. Shelly n'a pas vaincu l'ennemi, mais elle a protégé Charlotte, Marie et Gerberga, jusqu'à l'arrivée des secours. Elle a aussi prouvé que la leçon de Locke n'avait pas été vaine. Les 3 intrus doivent à présent affronter l'homme qui a jadis anéanti à lui seul une armée entière de dieux-démons. Locke s'avance pour prendre la place de son élève. Les 3 vampires activent le charme en même temps, une capacité capable de retourner des alliés les uns contre les autres, mais la lumière rouge disparaît presque aussitôt qu'elle apparaît. L'esprit d'un homme qui a survécu 10 ans à l'intérieur de la faille ne peut pas être ébranlé aussi facilement. Locke déclare calmement que leur contrôle mental est inutile et forme une sphère de magie autour des 3 ennemis. À l'intérieur, la température, la pression et la force d'écrasement augmentent simultanément. Les vampires paniquent et tentent de se disperser en chauve-souris, mais la sphère ne leur laisse aucun espace pour se transformer. Locke referme sa main, compressant la sphère sombre en un seul point et détruisant les 3 à la fois. Le sort maintient sa force destructrice confinée dans une zone étroite, laissant Shelly et les 2 princesses indemnes. Un vampire le reconnaît juste avant la fin comme le grand sage Luc Franzan. Charlotte et Marie ne peuvent que fixer du regard le héros légendaire de leurs histoires qui apparaît devant elles et vainc les 3 ennemis en quelques secondes. Eric et Goran se précipitent dans la pièce. Charlotte et Marie embrassent leur père et expliquent que Shelly les a protégés. Eric la remercie sincèrement, mais Shelly baisse la tête parce qu'elle a échoué à vaincre les assaillants. Locke lui rappelle que sa mission n'était pas d'éliminer l'ennemi, c'était de garder les 2 princesses en sécurité jusqu'à l'arrivée des renforts. Shelly s'est placée entre elle et les vampires et n'a jamais laissé personne passer. Selon ce critère, elle a gagné. Locke ne se contente pas de la réconforter. Si Shelly avait abandonné sa position pour porter une seule attaque, Charlotte ou Marie auraient pu être capturées. Sa retenue est précisément ce qui lui a permis d'accomplir sa mission. Shelly comprend enfin que protéger quelqu'un avec succès est aussi une victoire. Lucira court embrasser Gerberga, mais le plateau d'argent sur la table se met soudain à briller. Un cercle magique en forme d'œil apparaît à sa surface. Locke le reconnaît comme le point que les 3 vampires ont utilisé pour infiltrer le palais, et 2 autres ennemis approchent déjà de l'autre côté. Plutôt que de détruire le portail immédiatement, Locke demande à Lucira de le déguiser en seigneur de 8e rang. Les 2 serviteurs qui en émergent s'agenouillent devant lui. Il rapporte que les 3 agents envoyés plus tôt ont cessé de répondre, ce qui a poussé le seigneur de 6e rang à ordonner une enquête. D'après leur comportement, Locke comprend qu'un numéro plus bas représente une position plus élevée parmi les seigneurs vampires. Il prétend avoir personnellement puni le premier groupe pour manque de respect, puis accuse le 6e rang d'interférer avec la mission de capture du poulet divin confiée par leur grand seigneur. Terrifiés, les 2 serviteurs expliquent que le 6e rang affirme également avoir reçu des ordres directs de leur roi. Ils contrôlent de nombreux agents humains, dont plusieurs ont déjà infiltré le palais royal. En plaçant délibérément les 2 ordres soi-disant contradictoires côte à côte, Locke les manipule pour qu'ils révèlent les tensions au sein de leur propre organisation. Il confirme ensuite que le cercle magique sur le plateau peut le transporter directement jusqu'à l'emplacement du 6e rang. Une fois qu'il a obtenu suffisamment d'informations, Locke retire l'illusion et élimine les 2 serviteurs. Le plateau avait été apporté dans la pièce à l'origine par la servante Loana, mais cela ne prouve pas qu'elle les a trahis. La barrière du palais empêche quiconque de construire un cercle magique directement à l'intérieur, mais un sort déjà achevé, attaché à un objet ordinaire, peut toujours être introduit. Loana pourrait être une agente, ou simplement une autre victime du charme. Locke ordonne à Shaya et Shelly de la retrouver. Eric emmènera les princesses en sécurité, pendant que Goran protège Lucira et Gerberga. Locke utilisera le portail pour attaquer directement le quartier général du 6e rang. Avant de le franchir, il demande à tout le monde de détruire la porte immédiatement afin que l'ennemi ne puisse pas l'utiliser pour revenir au palais. De l'autre côté se trouve une sombre forteresse de pierre. Le cercle magique brille toujours au-dessus de Locke tandis que des gardes affluent des couloirs et l'encerclent. Plusieurs yeux magiques près du trône tirent immédiatement des faisceaux violets sur l'intrus, transperçant les serviteurs qui se trouvent sur leur trajectoire. Certains sont détruits par l'attaque de leur propre maître, tandis que d'autres sont contraints de se transformer en chauve-souris pour échapper à l'explosion. Locke bloque les faisceaux avec son épée démoniaque et sort calmement de la fumée. Il n'est pas surpris par l'attaque, seulement dégoûté par un commandant prêt à utiliser ses propres subordonnés comme bouclier jetable. Le seigneur de 6e rang descend du trône et traite Locke de monstre. Locke répond qu'il n'a aucun intérêt à entendre cette accusation venant de quelqu'un qui considère la vie de ses serviteurs comme sans valeur. Les 2 chargent et échangent des coups d'épée. Le 6e rang parvient à bloquer l'épée démoniaque du roi démon et exige que Locke lui cède l'arme. Locke lui dit de venir la prendre lui-même s'il la veut. Le vampire est rapidement submergé. Avant de porter le coup final, Locke lui demande comment leur organisation a contourné les défenses du palais. Le 6e rang refuse de répondre et se contente d'avertir l'humanité de profiter de ce qui reste de son âge paisible,
car le roi descendra bientôt. Locke met fin au combat d'un dernier coup et le corps du vampire se réduit en cendres. La victoire n'apporte aucun soulagement. Un flot d'énergie noire-violet rempli de cris et de voix désespérées s'élève des profondeurs de la forteresse. Des visages déformés y apparaissent avant d'être attirés vers l'épée démoniaque. L'arme semble absorber d'elle-même la haine et la souffrance accumulées. Quand l'énergie violette disparaît enfin, Locke se retrouve entouré des restes d'innombrables personnes emprisonnées et tuées là depuis longtemps. Locke s'agenouille devant l'une des victimes et s'excuse d'être arrivé trop tard. À l'extérieur de la forteresse, il découvre que le village voisin a lui aussi été complètement détruit. Vaincre le seigneur vampire ne peut ramener aucune de ses vies. Locke s'en veut, pensant que moins de vies auraient pu être perdues s'il avait découvert la conspiration plus tôt. Il retourne au palais et rapporte que la base ennemie a été éliminée, mais que le village voisin était déjà perdu. Goran refuse de laisser son ami porter seul toute la responsabilité. En tant que maître de guilde, il enverra des gens récupérer les victimes et leur offrir des funérailles convenables. Le sang versé retombe sur le grand seigneur qui a ordonné ces crimes. Il est confirmé que Loana n'a été affectée que par le charme. Elle n'a jamais été pleinement transformée en agente et peut encore être soignée, ce qui apporte un certain soulagement à Charlotte et Marie. Cependant, au moment même où le 6e rang est mort, 5 personnes à l'intérieur de la capitale se sont réduites en cendres, et environ 30 autres se sont effondrées, inconscientes. Les 5 qui ont disparu avaient probablement été convertis trop profondément en serviteurs, tandis que les autres n'étaient que sous contrôle mental. Cette réaction simultanée prouve qu'elles étaient toutes liées au seigneur que Locke venait de tuer. Cela révèle aussi un réseau vampirique enraciné à la fois dans la capitale et dans le palais royal. Le palais n'est plus sûr, et personne ne sait combien de personnes restent contrôlées par les autres seigneurs. Locke décide d'arrêter de pourchasser les agents un par un. Il détruira le grand seigneur et coupera la conspiration à sa source. Eric et Goran annoncent immédiatement qu'ils l'accompagneront. Locke leur rappelle que l'un est le roi et l'autre le maître de guilde. Si les deux tombent, le royaume pourrait sombrer dans le chaos. Eric répond que son jeune frère peut hériter du trône. Goran a lui aussi quelqu'un capable de reprendre sa position. Leur rôle de guerrier dans la bataille à venir, en revanche, ne peuvent être remplacés. Les 3 amis unissent leurs mains alors que leur groupe légendaire se reforme après 10 ans. Shelly demande à les accompagner, mais Goran refuse car cette bataille dépasse largement ses capacités actuelles. Cette fois, elle ne se met pas en colère et ne cherche pas à prouver le contraire. Elle reconnaît calmement qu'elle n'est pas encore assez forte. Reconnaissant ce changement, Locke demande à Goran de donner à sa fille une épée à 2 mains. Shelly combat de manière très similaire à son père, s'appuyant sur la force physique et la pression directe au corps à corps. Une arme plus longue lui permettra d'exploiter ses avantages plus efficacement. Locke ne laisse pas son élève derrière lui parce qu'il la sous-estime. Des agents appartenant à d'autres seigneurs pourraient encore se cacher dans la capitale, et Shelly doit protéger Charlotte et Marie. Quand Locke la désigne comme sa disciple et lui confie une responsabilité aussi importante, elle comprend que ce n'est pas un prétexte pour l'écarter du véritable combat. Un autre groupe de vampires apparaît bientôt et réclame Gerberga. Shelly se tient devant Lucira avec l'épée à 2 mains de Goran. Les ennemis rient quand elle se présente comme la disciple numéro 1 de Locke, la guerrière de rang F Shelly Morton. Elle ne perd plus son sang-froid face à leur moquerie. Se souvenant de la leçon de Locke selon laquelle un seul instant d'hésitation peut décider de la vie ou de la mort, Shelly attaque la première. Elle refuse de leur laisser le temps de croiser son regard et d'activer le charme. La portée de l'épée à 2 mains les oblige à se défendre continuellement. Quand les vampires tentent de l'ignorer pour s'emparer de Gerberga, Shelly appelle Lucira à la renforcer. Le voile entourant le prétendu poulet divin est retiré, révélant une image flamboyante de Gerberga au sein de leur formation. Une lumière violette jaillit des yeux de Lucira alors que son illusion se répand dans la zone. Les vampires perdent la trace de la cible réelle et de la fausse. La Gerberga à l'intérieur du palais n'est qu'un leurre. Le véritable poulet divin a voyagé avec Locke. Shelly et Lucira continuent de tenir la ligne défensive, et Shelly promet que la situation dans la capitale peut lui être confiée. Elle comprend enfin comment combattre tout en protégeant les gens derrière elle. Locke, Eric et Goran chevauchent vers les montagnes, avec la véritable Gerberga reposant dans un petit sac devant Locke. Le poulet divin pousse parfois sa tête dehors à cause de l'espace exigu. Locke ne peut que s'excuser pour l'inconfort et promettre de la garder en sécurité. Près de la cible, Shaya et plusieurs guerriers bestiaux attendent déjà. Un chef tribal rapporte que de nombreux clans ont coopéré à la recherche et ont finalement localisé la base du grand seigneur. Cependant, le nombre de vampires gardant la montagne est trop important pour que leurs forces actuelles puissent percer seules. Eric prend le commandement de l'opération. Ils attaqueront peu avant le coucher du soleil. Quand les vampires seront réveillés mais n'auront pas encore atteint leur pleine puissance nocturne, Locke ordonne aux loups-garous d'attirer les gardes extérieurs loin de la forteresse. Leur chef promet, sur l'honneur de sa tribu, que la tâche sera accomplie. Locke donne à Shaya l'épée qui avait autrefois résisté à un coup de la lame du roi démon sans se briser. Eric porte l'épée sainte, tandis que Goran manie une épée démoniaque à élément feu. Cette arme devrait donc permettre à Shaya de survivre face au grand seigneur. Après avoir confirmé qu'elle ne porte aucune malédiction, Shaya accepte l'épée et promet de protéger les arrières de Locke. À l'endroit indiqué par les bestiaux, le groupe ne trouve qu'une falaise solide. Shaya ne parvient pas à localiser d'entrée, mais Locke ouvre son œil magique et découvre que toute la base est dissimulée derrière une illusion. Il lance un sort,
faisant disparaître la fausse paroi rocheuse et révélant une immense porte de pierre à l'intérieur de la montagne. Plutôt que de charger immédiatement, Locke libère un nuage soporifique à travers les couloirs. Le sort neutralise la plupart des vampires de rang inférieur, seuls les élites et les seigneurs les plus puissants parvenant à y résister. Goran mène la charge. Le premier groupe de vampires de haut rang est jeté dans les flammes de son épée démoniaque. Shaya réalise que la réputation du guerrier de première ligne du groupe des héros n'était jamais exagérée. Eric demande à Goran de lui en laisser quelques-uns, mais Goran répond que des adversaires aussi mineurs ne méritent pas l'attention du roi. Près de 30 vampires supplémentaires bloquent bientôt leur chemin. Si tout le groupe reste pour les combattre, le grand seigneur continuera de gagner en puissance à mesure que la nuit tombe. Eric et Goran décident de tenir l'arrière-garde. Locke s'y oppose car les ennemis qui les entourent deviendront eux aussi plus forts, mais ses amis se contentent de sourire et lui rappellent une dette datant de 10 ans. Ensemble, ils répètent les mots qui ont changé leurs 3 vies. Laisse-nous cet endroit et avance. 10 ans plus tôt, Locke était resté seul à l'intérieur de la faille, leur ouvrant une voie de survie avant de disparaître pendant toute une décennie. Cette fois, ce sont Eric et Goran qui restent en arrière pour lui ouvrir un passage. C'est à la fois une décision tactique pour empêcher le grand seigneur de gagner davantage en puissance, et leur façon de lui rendre la confiance que Locke leur avait autrefois accordée. Pour la première fois, il n'a plus à tout porter seul. Locke reste silencieux pendant plusieurs secondes avant de sourire et de confier l'arrière-garde à ses amis. Il porte Shaya à travers la formation qui les entoure. Les vampires tentent de les poursuivre, mais Eric et Goran leur barrent la route. Des explosions et des flammes résonnent derrière eux tandis que Locke et Shaya entrent dans la salle d'audience du grand seigneur. Des ossements humains couvrent la salle, et derrière des barreaux de fer se trouve une substance massive non identifiée, à la surface verte. Le grand seigneur, les yeux bandés, se tient au centre de la pièce comme s'il les attendait. La pression sinistre qui l'entoure surpasse tous les seigneurs vampires que Shaya a jamais rencontrés. Le simple fait de se tenir à proximité lui rend la respiration difficile. Locke détecte une barrière de rétorsion autour de l'ennemi et avertit immédiatement Shaya de ne pas charger imprudemment. Il avance avec l'épée démoniaque pour tester lui-même la défense. Le grand seigneur bloque le coup à l'aide d'un cercle magique en forme d'œil sur sa paume. La collision entre la barrière et l'épée explose entre eux. Les deux échangent leur position si rapidement que Shaya peut à peine suivre leur mouvement. Réalisant que Locke est plus puissant que prévu, le grand seigneur ouvre un œil luisant et active le charme. Le sort capable de retourner des alliés les uns contre les autres échoue encore une fois à toucher l'esprit du grand sage. Locke déclare froidement que la capacité est inutile. Quand l'ennemi lui demande son nom, Locke répond que quelqu'un comme lui n'est pas digne de le connaître. Shaya attaque immédiatement depuis la direction opposée avec sa nouvelle épée. Le grand seigneur évite le coup avec aisance et se moque de sa lenteur. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que son attaque n'a jamais eu pour but de le vaincre. Au moment où il déplace son corps pour esquiver la lame, il expose exactement l'ouverture que Locke attendait. L'épée démoniaque traverse l'ouverture en un éclair et tranche la main gauche du vampire. Shaya comprend qu'elle n'est pas assez rapide pour porter un coup direct à cet adversaire. Cependant, chaque fois qu'elle le force à réagir, elle peut attirer son attention et créer une opportunité pour Locke. Leur satisfaction ne dure que quelques secondes. La main tranchée se régénère complètement sans laisser de marque. Le grand seigneur admet que l'épée de Locke est dangereuse, mais insiste sur le fait qu'elle ne suffit toujours pas à le tuer. Une magie noire-violet recouvre progressivement son corps, et la pression à l'intérieur de la salle augmente brusquement. Sa régénération efface l'avantage qu'il venait de gagner et force Locke et Shaya à chercher une nouvelle stratégie. Pour la première fois, Locke ne paraît plus aussi détendu qu'il l'était en vainquant les vampires mineurs. Il admet que l'ennemi est bien plus problématique que prévu. Le véritable combat contre un adversaire comparable au dieu démon vient tout juste de commencer. Eric et Goran continuent de tenir la ligne arrière. Goran, comme à son habitude, est sur le point de charger seul en avant lorsqu'Eric lui ordonne immédiatement de s'arrêter, l'empêchant de laisser son courage prendre le dessus sur son jugement. Un groupe de vampires féminines encercle rapidement Eric, mais il les traverse sans trop de difficultés. Puis l'une de leurs doubles se glisse soudainement derrière lui, le mord dans le cou et tente d'utiliser une capacité mentale pour faire du roi son serviteur. Eric ne panique pas du tout. Il lève simplement la main sur laquelle brille son alliance et lui dit calmement qu'il a déjà une épouse. Le sang du héros qui coule dans ses veines fait bien plus que résister au poison, il lui confère également une résistance extrêmement élevée aux interférences mentales. Le charme est presque totalement inefficace contre lui. Le plan visant à contrôler le roi s'effondre instantanément. Eric lance une contre-attaque féroce tandis que Goran continue d'empêcher les ennemis restants de percer la ligne défensive. Au plus profond de la base, Locke remarque que le grand seigneur est devenu plus lent qu'auparavant. En particulier, le bras gauche qui avait été tranché auparavant n'a toujours pas entièrement régénéré. Cela prouve que la récupération de l'ennemi n'est pas sans limite. Shaya charge immédiatement en avant pour maintenir la pression, tandis que Locke saisit l'occasion d'utiliser Drain afin de voler une partie de l'énergie du grand seigneur. L'ennemi tente de se disperser en un essaim de chauve-souris pour s'échapper, mais Gerberga pointe la tête hors de la pochette accrochée à la poitrine de Locke et pousse un retentissant cocorico au moment précis de la transformation. La frontière entre les deux formes se trouve verrouillée, forçant le grand seigneur à reprendre son corps d'origine. Ce n'est qu'à cet instant qu'il réalise que le poulet divin que les vampires recherchaient désespérément a été introduit directement dans sa forteresse par Locke. Riant,
Il révèle un médaillon dissimulé à l'intérieur de sa bouche. L'atmosphère de toute la salle change immédiatement. Le noyau violet suspendu en hauteur explose de lumière, et une pression colossale force Locke et Shaya vers le sol. Le grand seigneur explique qu'il s'agit d'une protection divine accordée par les dieux de son côté, et que son mécanisme est presque l'exact opposé de la barrière de protection divine qui entoure la capitale royale. Dans la capitale, plus un vampire est puissant, plus la barrière le supprime sévèrement. Ici, plus un ennemi est fort, plus la barrière le restreint intensément, tandis que les vampires eux-mêmes reçoivent une puissance supplémentaire. Parce que Locke est plus fort que Shaya, l'effet l'écrase encore plus sévèrement. Sa tête lui donne l'impression qu'elle pourrait se fendre, et même lever un bras devient difficile. Pendant ce temps, le grand seigneur continue de prendre l'avantage. Il tourne son attention vers Gerberga, avec l'intention de s'emparer du poulet divin pour lui-même. Locke essaie d'ériger une barrière, mais son corps répond à peine. À ce moment-là, il utilise à nouveau Puppet Dance, la même magie qui lui avait permis de survivre 10 ans à l'intérieur de la faille. Dans le passé, il contrôlait son propre corps pour qu'il puisse continuer à se battre même lorsque sa conscience se reposait. À présent, des fils magiques invisibles forcent ses bras et ses jambes à bouger malgré la protection divine qui restreint chaque mouvement. Puppet Dance lui restitue suffisamment de mobilité pour que Locke puisse examiner la structure de la salle. Il identifie rapidement le noyau violet au-dessus d'eux comme la source maintenant la barrière. Pour gagner, ils doivent détruire le mécanisme qui les supprime tout en renforçant l'ennemi. Shaya comprend immédiatement et charge en avant pour immobiliser le grand seigneur. Elle est rapidement repoussée et raillée comme n'étant rien de plus qu'un chien errant, mais elle rétorque qu'elle est un loup et continue de manier son épée. Elle n'a pas besoin de le vaincre elle-même. Elle a seulement besoin de le forcer à réagir suffisamment longtemps pour que Locke puisse agir. En utilisant Puppet Dance, Locke propulse son corps droit vers le noyau. Le grand seigneur apparaît devant lui et saisit l'épée démoniaque directement de sa main, convaincu que toute résistance est vaine à l'intérieur de sa protection divine. Locke lui dit simplement de regarder attentivement la main qui tient la lame. Ce n'est qu'à cet instant que le grand seigneur remarque que la blessure dans sa paume ne guérit plus aussi rapidement qu'auparavant. Des anneaux de lumière dorée apparaissent soudainement autour du noyau violet. Dans la capitale royale, de nombreux prêtres prient en même temps. La lumière dorée enchaîne le noyau soutenant la protection divine et perturbe l'avantage de régénération du grand seigneur. Locke comprend que les vies et les prêtres de la capitale ont réussi à apporter leur soutien grâce à la magie sacrée. Le grand seigneur est horrifié de voir l'avantage qu'il croyait absolu disparaître soudainement. Sans la régénération qui efface chaque blessure, il devient enfin vulnérable. Locke concentre toute sa force dans l'épée démoniaque et tranche son adversaire. Gerberga continue de chanter, empêchant le grand seigneur de reconstituer son corps. L'ennemi qui, quelques instants auparavant, se croyait invincible a tout juste le temps d'admettre qu'il n'avait jamais pensé perdre ici avant de disparaître complètement. La pression à l'intérieur de la salle se dissipe. Shaya rejoint Locke et confirme qu'ils ont gagné, ajoutant que grâce à sa magie protectrice, elle n'a subi que des blessures mineures. En fouillant la pièce, les deux découvrent un louveteau dormant paisiblement à l'intérieur d'une cage. Shaya confirme qu'il ne s'agit pas d'un monstre appartenant au camp des vampires, mais d'un jeune loup-bête spirituel. Les hommes-loups et les loups-bêtes spirituels sont réputés partager un ancêtre commun. La créature est intelligente et capable de comprendre le langage humain, bien que Locke continue de fixer son visage et ne puisse s'empêcher de penser qu'il a l'air plutôt niais. Après que Locke ouvre la cage, le loup se réveille et le mord immédiatement à la main par peur. Shaya le rassure rapidement en lui expliquant que l'homme devant lui est celui qui l'a sauvé et que tous les vampires à l'intérieur de la base ont déjà été éliminés. L'animal se calme peu à peu et commence à afficher un air coupable. Locke lui dit qu'il est libre et peut aller où bon lui semble. Il n'a aucune intention de le forcer à le suivre. Le jeune loup, cependant, décide manifestement que rester avec ce groupe étrange est préférable à errer seul, à condition que personne n'envisage de lui imposer un travail pénible. Locke et Shaya retrouvent ensuite Eric et Goran, qui ont également fini de nettoyer la ligne arrière. Locke demande à Eric de remercier Levi, car sa magie sacrée les a sauvés d'une défaite totale. Eric rit et dit que Levi serait probablement plus heureux si Locke la remerciait lui-même en personne. Goran plaisante immédiatement en disant que le roi sait certainement comment rester dans les bonnes grâces de son épouse. La bataille à mort vient à peine de se terminer, et pourtant les trois hommes parlent déjà comme avant. Cette atmosphère familière dissipe enfin la tension restante. Avant de quitter la base, Locke regarde ses deux amis et dit que cette fois, ils rentrent tous ensemble à la maison. Ces mots sont simples, mais radicalement différents de ce qui s'était passé 10 ans auparavant. À l'époque, Locke avait créé la barrière et ordonné à Eric et Goran de partir pendant qu'ils restaient à l'intérieur de la faille pendant une décennie entière. Cette fois, personne ne sera laissé derrière. Le groupe sort ensemble. De nombreux guerriers bétiformes attendent autour de la base en guettant des nouvelles. Eric lève son épée et annonce que le grand seigneur et les forces maléfiques qui occupaient la région ont été vaincus. Cependant, il ne s'attribue pas tout le mérite à Locke. La victoire appartient à tous ceux qui ont combattu. Des acclamations éclatent immédiatement. Shaya rejoint la célébration parmi les siens, tandis que Goran passe un bras autour des épaules de Locke comme pour s'assurer que son vieil ami ne disparaît pas à nouveau pour 10 autres années.
Ce moment rappelle à Locke ses années passées dans la faille. Il y a 10 ans, les ennemis étaient toujours devant lui, et derrière lui, il n'y avait que lui-même. Il avait vécu seul si longtemps qu'il avait presque oublié ce que l'on ressentait à se reposer sur quelqu'un d'autre. Cette fois, Locke réalise enfin qu'avoir des compagnons qui protègent ses arrières est bien plus chaleureux qu'il ne s'en souvenait. Sur la route du retour vers la capitale royale, le loup blanc continue de courir obstinément derrière les chevaux. Shaya explique que précisément parce que Locke lui a donné sa liberté, la créature est désormais en mesure de choisir elle-même si elle veut le suivre. Eric soupçonne également que le loup n'a peut-être plus nulle part où retourner. Locke descend de son cheval, s'approche et lui demande s'il souhaite véritablement voyager avec lui. Le loup ne s'enfuit pas. Au lieu de cela, il s'assoit tranquillement et presse volontairement sa tête contre sa main. Locke l'étreint et dit qu'à partir de maintenant, ils formeront une famille. Le loup se presse immédiatement contre lui, l'air totalement différent de la créature apeurée qui s'était réveillée dans la cage. Lorsque le groupe rentre à la capitale royale, Charlotte et Marie se précipitent dehors pour accueillir Eric. Les deux princesses sont transportées de joie que leur père soit rentré sain et sauf et expliquent que Célis et Luxira les ont très bien protégés. Un tas de pierres magiques violettes collectées sur les vampires vaincus a été entassé dans la cour. Les deux femmes rapportent qu'environ 20 ennemis ont infiltré la capitale et qu'elles ont personnellement vaincu la plupart d'entre eux. Locke examine attentivement le butin et découvre que 2 des pierres appartenaient à des vampires de haut rang. Ce n'est qu'à cet instant que Célis se souvient que quelques adversaires semblaient effectivement plus forts que les autres. Cependant, elle avait attaqué avant qu'ils puissent se renforcer, si bien qu'elle n'avait jamais remarqué de différence notable. Locke remarque négligemment qu'elle est vraiment la fille de Goran. Célis se fige un instant, tandis que Goran dit enfin ouvertement qu'en tant que père, il est sincèrement fier d'elle. Célis s'illumine immédiatement et promet de continuer à s'entraîner jusqu'à devenir une guerrière encore plus grande. Dans le passé, Goran s'opposait à ce que sa fille devienne une aventurière parce qu'il craignait que sa personnalité imprudente ne finisse par la tuer. Célis avait interprété cela comme son père refusant de reconnaître ses capacités. Elle a maintenant appris à observer le champ de bataille, à comprendre ses limites et à reconnaître que la victoire ne signifie pas toujours détruire l'ennemi. Parfois, elle signifie réussir à protéger les personnes derrière soi. La reconnaissance de Goran devient donc une récompense plus grande que n'importe quel trésor qu'elle aurait pu recevoir. Le groupe se tourne ensuite vers une question plus sérieuse. Les 2 pierres magiques de haut rang prouvent que de puissants vampires peuvent opérer à l'intérieur de la capitale royale malgré la barrière de protection divine qui couvre la ville. Cela signifie que l'ennemi a découvert soit un moyen de traverser la barrière, soit une faiblesse qui peut être exploitée. Locke soupçonne que le pouvoir du dieu des ténèbres est impliqué. Eric décide immédiatement que l'ensemble du système défensif doit être réexaminé. Locke propose d'assigner des guerriers bétiformes pour garder le palais royal, car ils possèdent une résistance extrêmement élevée au charme et sont également difficiles à transformer en serviteurs pour les vampires. Leur capacité à coopérer avec les humains a été prouvée lors du récent combat. Eric accepte de préparer une compensation et un traitement approprié pour eux, tandis que Shaya considère la protection du palais comme un grand honneur pour son peuple. À partir de ce moment, les défenses de la capitale bénéficient d'une couche supplémentaire spécifiquement adaptée à la neutralisation de l'une des capacités les plus dangereuses des vampires. Goran rappelle à tout le monde que les exploits accomplis lors de l'opération seront finalement annoncés et récompensés. Eric dit à Locke de demander ce qu'il désire, mais Locke n'a que peu d'intérêt pour l'argent ou les artefacts divins. Ce n'est que lorsqu'il regarde vers Luxira, Gerberga et le loup blanc qui le suit constamment qu'il réalise que sa famille actuelle est devenue bien plus grande qu'auparavant. La seule récompense qu'il demande est une maison. La requête surprend tout le monde, tandis que Gerberga et le loup se jettent immédiatement contre lui comme s'ils approuvaient pleinement la décision. Ailleurs dans la capitale royale, une fille aux cheveux roux enveloppée dans des vêtements dissimulants erre dans le marché. Elle fixe un étal de viande grillée sans rien acheter, puis grimpe dans un poirier et mange quelques fruits à la place. Son apparence épuisée suggère qu'elle vit ainsi depuis un bon moment. Avant qu'elle puisse se reposer, 2 hommes la repèrent dans une ruelle. Elle s'enfuit immédiatement à travers les ruelles étroites et se glisse par une petite ouverture près du sol, se cachant à l'intérieur d'un grand bâtiment. Peu de temps après, Locke et les autres arrivent devant cette même demeure. Dès qu'ils la voient, Locke pense que la maison est bien plus grande que nécessaire. Eric explique calmement que pour quelqu'un détenant le rang de grand-duc, le manoir est en réalité plutôt modeste. Il appartenait autrefois à une famille baroniale dont la lignée s'est éteinte. À l'intérieur se trouve une salle immense, de larges escaliers, une longue salle à manger et d'innombrables chambres vides. L'endroit semble certainement impressionnant, bien que chaque pièce supplémentaire représente également une autre pièce que quelqu'un devra finalement nettoyer. Luxira se porte volontaire pour s'occuper des tâches ménagères, car elle considère tout le monde comme faisant partie de la même famille. Célis revendique les tâches physiquement exigeantes parce qu'elle est la disciple de Locke, tandis que Shaya annonce également qu'elle aidera. Lors de l'attribution des chambres, Célis choisit nonchalamment une chambre pour elle-même, forçant Locke à lui demander si elle a vraiment l'intention d'emménager. Elle répond comme si la décision avait été évidente dès le début. Locke sort ensuite et demande à Goran ce qu'il pense du manoir. Le maître de la guilde convient que le bâtiment semble adapté,
mais remarque rapidement que sa construction est inhabituellement fortifiée pour l'ancienne demeure d'un baron. En particulier, la tour rattachée au bâtiment ressemble davantage à un poste de guet qu'à un espace de vie normal. Entendre cela décide immédiatement Locke que la tour deviendra sa chambre. Dehors, le loup blanc court joyeusement dans l'immense jardin. Locke révèle ensuite qu'il a donné un nom à l'animal, Garve. La nouvelle maison abrite désormais Gerberga, Garve et un nombre croissant de personnes qui ressemblent de plus en plus à une famille plutôt qu'à des compagnons temporaires. La nuit tombe, et tout le monde s'endort progressivement. Célis partage une chambre avec Shaya, tandis que Locke dort sur un canapé ailleurs. Après avoir vaincu le grand seigneur et emménagé dans une nouvelle maison, il suppose qu'il peut enfin profiter d'une nuit paisible. Au lieu de cela, Luxira apparaît soudainement, portant Gerberga, et le réveille. Elle explique qu'en allant aux toilettes, elle a entendu un bruit étrange provenant de quelque part sous le manoir. Cela ressemblait à une personne souffrant de douleur et d'une soif extrême. Locke devient immédiatement pleinement alerte et suit Luxira dans le sous-sol. Le couloir en dessous est sombre et silencieux, totalement différent de l'atmosphère animée qui avait rempli le manoir plus tôt. Plus ils avancent en profondeur, plus les gémissements deviennent distincts. Finalement, ils s'arrêtent devant une porte en bois fermée. Une voix faible s'élève de l'autre côté, se plaignant à répétition de douleur et de soif, tout en suppliant quelqu'un d'aider. Dès la première nuit dans la maison que Locke avait demandé comme foyer pour sa nouvelle famille, le manoir a déjà révélé un secret caché qui attend derrière la prochaine porte. Dès la toute première nuit dans le nouveau manoir, avant même que quiconque ait eu le temps de s'installer, Luxira attrape Gerberga et entraîne Locke jusqu'au sous-sol. Derrière une porte close résonne un flot constant de gémissements douloureux et d'appels à l'aide désespérés. Il est minuit, l'éclairage est exécrable, et l'imagination de Luxira saute immédiatement à la pire conclusion possible, la maison est hantée. Locke crée une source de lumière et propose d'aller vérifier. Au moment où ils entrent, une silhouette rousse suspendue tête en bas au plafond manque de lui faire une crise cardiaque. Après un examen plus attentif, cependant, il réalise qu'il n'y a aucun fantôme. Il s'agit simplement d'une jeune fille prise dans un piège. Locke la libère et l'aide à descendre. La fille le remercie à plusieurs reprises, mais Luxira continue de l'observer avec une méfiance évidente. Peu importe à quel point l'explication semble innocente, apparaître dans le sous-sol de quelqu'un d'autre en pleine nuit est difficile à classer comme une visite normale. Cambriolage, sonnerait honnêtement plus crédible. Locke refuse de sauter aux conclusions et l'interroge d'abord. La fille se présente sous le nom de Milka. Lorsqu'elle apprend que Locke est désormais le propriétaire du manoir, elle s'excuse précipitamment et explique qu'elle croyait l'endroit toujours abandonné et n'y est entrée que parce qu'elle avait besoin d'un endroit où dormir. Ses parents sont morts depuis longtemps, et le grand-père qui l'a élevé est lui aussi récemment décédé. Avant sa mort, il avait été piégé pour contracter une dette, et leur maison avait fini par être saisie. En peu de temps, Milka est passée du statut d'enfant pauvre avec un membre de famille restant à celui d'une personne n'ayant plus nulle part où retourner dans le monde. À ce stade, il ne reste plus grand-chose à plaisanter. Milka n'a pas forcé l'entrée en cherchant de l'argent. Elle cherchait simplement un toit. Locke lui demande si elle se cachait ici par peur d'être vendue en esclavage. Milka explique que le roi Eric a aboli le commerce d'esclaves il y a environ 8 ans. Locke doit admettre que son vieil ami n'est pas devenu roi simplement pour changer de fauteuil, apparemment, il a accompli quelque chose d'utile. Un mystère demeure cependant. Comment Milka est-elle entrée dans le sous-sol en premier lieu? Elle pointe vers un trou reliant le bâtiment au système d'égouts souterrains. En errant à la recherche d'un endroit où dormir, elle a découvert l'ouverture et s'y est faufilée. Locke inspecte les lieux et réalise qu'au-delà du trou se trouve un escalier menant à un passage caché. Le grand sage se sent soudain plutôt stupide d'avoir accepté un manoir entier sans l'inspecter correctement. Il prévoit de sceller l'ouverture des égouts plus tard, mais veut d'abord savoir où mène le corridor secret. Milka en profite pour demander si elle pourrait rester ici quelques jours, puisque personne ne semble utiliser l'endroit de toute façon. Locke ne répond pas immédiatement. Il dit simplement qu'ils décideront après avoir exploré le passage. Quand le groupe se prépare à entrer dans le corridor, Milka se porte volontaire pour marcher en tête. Sa raison est troublante de simplicité, s'il y a un piège, elle le déclenchera la première et tous ceux derrière elle auront le temps de fuir. Luxira est sincèrement blessée d'entendre cela. Quel genre de vie cette enfant a-t-elle dû mener pour qu'une telle idée lui semble normale? Locke pose une main sur la tête de Milka et lui demande s'il a vraiment l'air du genre de personne qui utilise des enfants pour tester des pièges. Milka répond avec désinvolture que les gens riches font généralement ce genre de choses. Non, elle le dit sans émotion, mais la réponse en dit long sur ce que la vie lui a appris. Locke change immédiatement la formation. Il ouvrira la marche, Milka restera au milieu, et Luxira suivra en portant Gerberga. Locke continue de maintenir son identité publique prestigieuse d'aventurier chevronné de rang F. Au bout du corridor, le groupe rencontre un mur complètement scellé. À l'œil nu, cela ressemble à une impasse, mais au moment où Locke le touche, il perçoit une concentration énorme de magie. Toute la section est protégée par des défenses assez puissantes pour lui rappeler les sortilèges gardant le trésor royal. À l'instant où Milka entend le mot « trésor », ses yeux s'illuminent. Locke ne se donne pas la peine de briser le mur. Un mage dispose de méthodes plus élégantes. Il utilise d'abord analyse pour comprendre la structure, retrace ensuite chaque couche du système de verrouillage,
puis applique finalement dissipation magique. Une formation magique après l'autre apparaît et disparaît. Luxira observe depuis le côté pendant que Locke démantèle une sécurité comparable à celle du palais royal aussi tranquillement que quelqu'un ouvrant une valise récalcitrant. Quand le dernier saut s'évanouit, le mur s'ouvre et la lumière s'engouffre. Malheureusement pour Milka, il n'y a aucune montagne d'or les attendant de l'autre côté. Il se retrouve plutôt à regarder à l'intérieur d'une pièce élégante. Locke sent immédiatement que quelque chose ne va pas et dit à tout le monde de se cacher. La porte s'ouvre soudainement, et la personne qui entre n'est autre qu'Eric. Le roi a entendu des bruits suspects et est venu enquêter. Locke sort tranquillement et salue son vieil ami, tandis qu'Eric est naturellement choqué de découvrir Locke rampant dans le palais royal par un trou en pleine nuit. Après avoir entendu l'explication, Eric confirme que le palais possède effectivement un tunnel secret. 2 rois auparavant, le monarque avait eu une liaison avec la veuve d'un baron. Le manoir que Locke possède désormais avait été préparé spécialement pour elle, tandis que le passage souterrain servait de route privée entre les 2 résidences. La baronne avait eu un fils avec son défunt mari, mais cet enfant avait ensuite été adopté par une famille de marquis et avait hérité de ce foyer à la place, laissant finalement la lignée familiale d'origine du manoir sans héritier. Eric ne s'inquiète pas particulièrement du tunnel reliant le palais à la maison de Locke. Le problème le plus urgent est qu'il existe actuellement un trou déverrouillé menant directement à la résidence royale. Locke renforce temporairement l'entrée du palais avec de la magie et promet d'installer une sécurité appropriée le lendemain. Sur le chemin du retour, Milka devient si épuisée qu'elle s'endort, forçant Locke à la porter à travers le passage. Luxira mentionne les petits fruits verts que Milka transportait. Ils sont si amers et désagréables que presque personne ne les mange volontairement. C'est un petit détail, mais il rend douloureusement clair à quel point Milka a eu peu de choses pour survivre récemment. Luxira demande s'ils peuvent la laisser rester. Locke répond qu'il avait déjà prévu de faire exactement cela. Le nouveau manoir s'est à peine habitué à son propriétaire, et sa population augmente déjà. Le lendemain matin, Milka se réveille dans un vrai lit. Elle s'avance dans l'immense couloir et a à peine le temps de comprendre où elle se trouve avant que son estomac ne commence à gronder bruyamment. Puis elle rencontre Gar. La bête esprit loup remarque un visage inconnu émergeant des chambres et charge immédiatement, clouant Milka au sol. La fille devient blême de terreur. Hier, elle s'inquiétait de trouver un dîner, ce matin, elle pense brièvement être devenue le petit déjeuner. Heureusement, Locke arrive à temps et ordonne à Garve de la relâcher. Il tapote même la tête du loup et le félicite d'avoir bien fait son travail. Le cri de Milka fait accourir Célis, Shaya et Luxira dans le couloir. Locke présente Milka et annonce à tout le monde qu'elle peut vivre ici désormais si elle le souhaite. Milka a du mal à croire ce qu'elle entend. Locke lui confie même la responsabilité du ménage et des tâches domestiques, lui disant de demander à Luxira chaque fois qu'elle ne sait pas comment quelque chose fonctionne. Milka accepte immédiatement. Pour elle, c'est plus qu'un emploi. C'est un endroit où elle peut enfin revenir. Luxira déclare joyeusement que la famille a gagné un nouveau membre. Le petit déjeuner ressemble à un banquet pour Milka. Elle mange avec bonheur tout ce qu'on place devant elle, pendant que Célis continue d'ajouter plus de nourriture dans son assiette. Alors que la nouvelle venue du foyer se concentre sur le remplissage de son estomac, Goran arrive pour discuter du tunnel secret. Locke prévoit de renforcer tout le trajet, de sceller le mur endommagé le reliant aux égouts, et d'installer une porte verrouillée à l'entrée du palais afin que seules les personnes autorisées puissent l'utiliser. Goran convient que conserver le passage vaut la peine, car il pourrait servir de route d'évacuation d'urgence. Le seul point qui laisse Shaya perplexe concerne la collection de pièges répartis dans tout le corridor. Si l'ancien roi et la baronne utilisaient régulièrement le tunnel eux-mêmes, pourquoi auraient-ils recouvert leur propre route de pièges? Locke suggère que les pièges visaient probablement à empêcher une 3e personne de les suivre. Au moment où Goran entend « 3e personne », son esprit va immédiatement vers la reine. Toute cette liaison devient encore plus éhontée à mesure qu'ils y réfléchissent. Si l'épouse légitime du roi avait un jour suivi le couple jusque dans ce tunnel, croiser un fantôme aurait honnêtement pu être moins terrifiant. Une fois le problème de logement temporairement réglé, tout le monde se répartit les tâches du jour. Shaya prévoit de visiter la guilde des aventuriers, alors Locke lui demande de prendre des nouvelles d'Ario et Ginny. Célis remarque que le manoir est immense mais qu'il manque de nombreuses fournitures de nettoyage de base, tandis que Locke a également besoin de matériaux pour réparer la section endommagée du mur. Au quartier commerçant, on demande à Milka d'attendre avec Garve pendant que Locke et Célis entrent dans un magasin de matériaux de construction. Elle accepte, mais remarque bientôt une boutique d'articles ménagers à proximité, car le manoir a encore besoin de brosses et de serpillères. D'une manière ou d'une autre, en plein jour, Milka est enlevée. Quand Locke et Célis reviennent, elle est introuvable. Heureusement, le flair de Garve leur permet de la retrouver rapidement dans une ruelle où plusieurs hommes la retiennent. Ils évoquent la dette laissée par son grand-père. Milka proteste que leur maison a déjà été saisie et qu'un fonctionnaire lui avait dit qu'elle n'était pas responsable de la dette d'un parent décédé. Ces hommes, cependant, semblent appliquer leur propre version du droit financier, le grand-père emprunte, la petite fille paie. Le chef parle même de la vendre. À ce moment-là, Locke en a assez entendu. Plusieurs voyous se précipitent pour l'arrêter et sont immédiatement neutralisés, tandis que Célis extrait rapidement Milka du danger. Locke garde un homme conscient assez longtemps pour l'interroger. Le voyou admet qu'il travaille pour Cabino Donovan,
l'homme qui contrôle les opérations de prêt dans les quartiers pauvres. Leur objectif était de forcer Milka à rembourser la dette de son grand-père. Locke souligne que c'est une enfant. Le voyou répond avec désinvolture que Milka pourrait rapporter un bon prix si elle était vendue via un réseau clandestin, puis révèle utilement que Cabino était autrefois marchand d'esclaves et entretient encore ses propres connexions de trafic privé. Locke n'a presque pas besoin d'enquêter davantage. Le propre subordonné de Cabino vient pratiquement de réciter l'acte d'accusation à sa place. Les gardes de la ville arrivent et prennent en charge les voyous, mais plus ils posent de questions, plus la situation empire. Cabino n'est pas un simple prêteur de rue insignifiant. Il possède une influence réelle dans tous les bas-fonds et garde suffisamment d'hommes sous ses ordres pour ressembler à une armée privée. Il entretient également des liens profonds avec la noblesse. Les autorités avaient auparavant obtenu des preuves de ses crimes, mais avant qu'elles ne puissent agir, toute l'affaire avait mystérieusement été enterrée. Personne ne sait exactement quel noble le protège. Néanmoins, quand des dossiers criminels disparaissent commodément au moment parfait, il devient évident que Cabino a survécu aussi longtemps grâce à bien plus que de saines pratiques commerciales. Locke avait quitté la maison ce matin-là avec l'intention d'acheter une serpillière. D'une manière ou d'une autre, il a plutôt découvert une organisation de trafic d'êtres humains bénéficiant d'un soutien puissant. La nouvelle que ces hommes ont été arrêtés atteint rapidement Cabino. Il comprend que ce n'est plus simplement un problème de recouvrement de dettes. Les gardes de la ville sont désormais impliqués, et la guilde des aventuriers a commencé à s'en mêler également. Sa première réaction est de déplacer toute sa marchandise ailleurs avant que quiconque ne puisse fouiller la propriété, tout en rappelant simultanément ses combattants les plus puissants. Parmi eux se trouvent plusieurs anciens aventuriers ayant quitté la guilde Orancée. Juste au moment où les hommes de Cabino chargent secrètement des enfants ligotés sur des chariots, Locke arrive à l'entrée. Il dit qu'à l'origine, il avait seulement l'intention de régler l'affaire concernant Milka. Mais après avoir trouvé une cargaison entière d'enfants attachés devant lui, Cabino a très gentiment emballé les preuves lui-même. Cabino exige de savoir qui est Locke. Locke reste fidèle à sa nouvelle persona publique, un aventurier vétéran de rang F. Les voyous supposent probablement que les autorités leur ont accidentellement envoyé un punching ball. Le premier homme charge et est immédiatement esquivé et plaqué au sol. Les attaquants suivants reçoivent à peu près le même traitement. Locke les expédie si rapidement que Cabino comprend progressivement que des hommes ordinaires sont inutiles ici. Ces deux anciens aventuriers les plus puissants s'avancent enfin et empêchent leurs propres alliés de charger imprudemment. Ils affirment que leur niveau actuel équivaut au rang B. L'un porte une épée à deux mains, et tous deux sont extrêmement confiants, avertissant même Locke qu'ils ne se retiendront pas simplement parce qu'il est désarmé. Avant que Locke ne puisse accepter le défi, Célis et Shaya apparaissent derrière lui. Célis dégaine immédiatement son arme et demande à son maître de laisser ses deux adversaires à sa disciple. Les prétendus atouts de Cabino ont à peine mis les pieds sur le terrain que l'autre camp les traite déjà comme des partenaires d'entraînement.